Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, l'Union européenne au bord de l'implosion. Poutine face aux valeurs de l'Occident. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un écrivain et une figure du journalisme français. C'est aussi un éditeur dans les plus grandes maisons d'édition. Proche de Mitterrand, il fait ses classes, entre autres, à l'Express, Libération, Le Monde, Le Nouvel Obs. On le connaît aussi pour ses coups politiques. Il écrit en 83 des pamphlets sous le pseudo Caton, où il se fait passer pour un dirigeant de droite qu'il n'est pas à l'époque. La promo de ses ouvrages est assurée sur les télés par un certain François Hollande. En parallèle de ses éditos dans la grande presse française, il devient un homme de télévision en tant qu'animateur ou chroniqueur sur les majors du PAF. Amoureux de la liberté, il fait des entretiens avec des patriotes. La bien-pensance lance alors contre lui une fatwa en l'affublant de qualificatifs maudits comme islamophobe ou complotiste. Valeurs actuelles, puis Sud Radio lui ouvre les portes où il fait un carton. S'il devait y avoir un prix du courage politique, il devrait porter son nom. Je vous demande d'accueillir André Berkoff. Mon cher André. Alors, c'est pas de la standing, mais pas loin. Hein. Ça, c'est de l'ovation. Hein. C'est le best-seller au niveau de l'applaudimètre, hein, je pense, depuis qu'on a lancé cette nouvelle formule. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous recevoir à nouveau pour ce nouveau numéro de Bistro Liberté. Alors en résumé, à 7 heures, plus de 400 000 vues pour la première émission avec Juan Branco en invité, et puis plus de 500 000 avec Idriss Aberkane, c'était juste dans la précédente. Alors je ne veux pas vous mettre la pression, à vous, à notre nouvel invité, mais la barre est haute. En tout cas, je remercie vraiment vivement tous ceux qui nous regardaient, ceux qui nous soutiennent, qui s'abonnent également à TVL. Pour cela, bien sûr, j'en profite aussi, n'hésitez pas à nous mettre des pouces levés, nous laisser des commentaires. Ce succès d'audience, c'est, on ne l'oublie pas, avant tout le vôtre et celui de notre public ici présent, qu'on peut applaudir d'ailleurs également. Alors, notre invité de ce soir va sans doute encore affoler les compteurs chaque matin. Nous sommes des centaines de milliers à scruter ses états sur Sud Radio, dont il est le diamant et, si j'osais, le dernier garant de notre liberté d'expression dans un média grand public. Mon cher André Berkoff, bonsoir. Bonsoir Eric. Merci d'avoir accepté cette invitation de Bistro Liberté. Alors on va pas se le cacher, enfin le public, on se connaît, donc on va peut-être se tutoyer si tu le veux bien. Avant d'aborder donc ce programme particulièrement riche ce soir, je te présente mon cher André, nos sociétaires du jour qui participent aussi grandement au succès de cette émission. Alors tout d'abord, Didier Maisto, il restera pour beaucoup celui qui a permis à Sud Radio de renaître en embauchant un certain André Berkoff. Depuis, il a pris un peu de distance. Il a pris un peu de distance dans les médias en allant naviguer en politique, mais pour notre plus grand plaisir, depuis peu, il revient dans cette mare aux médias. Sois donc encore une fois le bienvenu, cher Didier. Merci. À tes côtés, cher Didier, Alexis Poulain, lui aussi, il connaît bien Sud Radio. Il y intervient chaque semaine. Il est également journaliste et chroniqueur de nombreuses émissions et revues. Il est fondateur du site Le Monde Moderne, qui est reconnu pour ses analyses, je le dis à chaque fois, étayer son expertise dans les domaines comme les affaires européennes ou la politique étrangère. On est ravis de te recevoir à nouveau, cher Alexis.
À ma gauche, un petit nouveau dans l'équipe, sa chaîne YouTube Juste Milieu est pour moi la crème de la crème et la révélation de cette rentrée. On peut dire que c'est vraiment une chaîne que j'encourage tout le monde à aller voir. En tout cas, on est ravis de l'accueillir. Il s'appelle donc Rémi Watremez. Bonsoir Rémi. Et enfin, c'est le taulier des sociétaires de cette nouvelle formule de Bistro Liberté, le seul qui finit toutes les bouteilles de pinard. Il n'a pas le béret, mais le bonnet. Hein. Il nous gratifie lui aussi de ses saillies toujours plus piquantes sur sa chaîne YouTube à lui aussi, qui cartonne. Elle s'appelle Je suis pas content TV. On est ravis de le recevoir. On peut l'applaudir. Greg Tabibian. Salut Greg. Salut. Alors, cher André, désormais, avant d'aborder les débats riches sur l'Ukraine, bien entendu, je te propose de revenir donc sur un thème qui m'est cher et qui prend tout son sens dans cette émission intitulée Bistro Liberté, comme tu le sais, et qui est aussi d'actualité dans le contexte de cette guerre, justement, en Ukraine. C'est évidemment le sujet de la liberté d'expression. Alors, première question, quel regard tu portes sur la liberté d'expression en France, sur l'état de cette liberté d'expression? Est-ce que c'est un sujet qui t'inquiète? C'est un sujet qui m'inquiète de façon récurrente, c'est pas nouveau. Depuis, honnêtement, si on compare, et je pense, je suis pas un perdreau de l'année, ça ne me rajeunit pas, mais moi j'ai connu les années 70 où un certain Charles de Gaulle, effectivement, régnait. Or, à l'époque, il y avait effectivement à l'ORTF le fil rouge qui reliait Alain Peyrefitte, ministre de l'Information, au rédacteur en chef. Mais la presse écrite, je rappelle qu'il y avait Harakiri, le nouveau Charlie Hebdo, il y avait l'anarchisme, il y avait une liberté absolument plus importante, mais nettement plus importante que celle qui est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous aviez encore des journaux qui appartenaient à leurs journalistes ou alors à des gens qui étaient formés dans le journalisme. Aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez 7 personnes qui régentent absolument la presse écrite, voilà, oligarques, milliardaires, presse écrite, télévisée, radio, heureusement pas encore les réseaux sociaux, mais encore, et puis je ne parle pas du service public. Le problème de la liberté d'expression, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui était de 2 ordres, parce que c'est important de rappeler ça. Le journalisme, c'est le journalisme d'investigation. C'est important, l'éditorial, c'est très important, mais aller sur le terrain, et je ne rappellerai pas nos ancêtres, Albert Londres, Joseph Kessel, Pierre Schoenderfer, Lucien Baudard, et j'en passe, et des meilleurs, qui allaient sur le terrain, mais on les laissait aller sur le terrain pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, j'ai connu cette période à l'Express dans les années 70, où je suis parti sur la route des fameux routards de l'après 68. Je suis parti 4 mois. L'Express m'a envoyé 4 mois jusqu'à l'Afghanistan, jusqu'au Népal, etc. Et on revenait, mais je donnais 10 papiers. Aujourd'hui, au bout de 48 ans, on me dit « Coco, t'as rien ramené, ça va pas ». Pourquoi? Parce que ça a été repris par des contrôleurs de gestion. Ce qu'on appelle en anglais les cost killers, les tueurs de coûts. Donc il y a eu ce problème-là qui est un problème économique, et puis un problème politique, à savoir qu'un certain nombre de personnes qui possèdent les médias sont liées, pas tous quand même, mais au gouvernement, n'importe quel gouvernement. Attention, gauche et droite confondues, il faut pas se raconter des histoires là-dessus, c'est le pouvoir en place. Et donc, comme ces oligarques font des affaires avec le pouvoir en place, et nous sommes dans une France jacobine qui a besoin effectivement du pouvoir en place pour faire des affaires, et bien effectivement, il dit à leurs journalistes ceci. Or, et je ne dis pas, il y a des journalistes qui font formidablement leur boulot, encore parce qu'il ne faut pas généraliser, je déteste les généralisations, mais il y a un certain nombre de journalistes, vous savez, vous les regardez à la télévision, je ne nommerai personne, regardez bien quand vous êtes à la télévision, regardez le cou, regardez leur cou. Si vous voyez des rougeurs, c'est qu'ils ont abandonné le collier juste avant de rentrer en studio. Et la laisse, etc. Malheureusement, ça existe, et ce sont des gens, si vous voulez, qui sont effectivement tributaires économiquement, et voilà, ils obéissent. Donc ils obéissent à l'ordre établi, et donc on a un vrai problème de liberté d'expression. Mais heureusement, il y a encore une fois beaucoup de journalistes qui font leur métier, et puis dans les réseaux sociaux, vous avez cité un certain nombre de tribunes, vous avez cité un certain nombre de blogs, un certain nombre de chaînes YouTube, et bien il y en a, et heureusement qu'il y en a, ça fait une diversité formidable. Alors j'ai quand même une question que j'aimerais te poser, c'est le fait que tu animes globalement, donc sur Sud Radio, je le disais, la dernière émission libre, politiquement incorrecte des médias dits mainstream, qui est d'ailleurs l'émission qui, selon moi, porte cette radio. Comment fais-tu pour te maintenir, cher André, et surtout
comment se fait-il que tu sois peut-être aujourd'hui le seul journaliste libre des médias, ou presque le seul, animé en tout cas, ce type d'émission pluraliste? Il n'y en a pas d'autres. Oui, alors peut-être pas le seul. Je dois dire, en tout cas, soyons absolument clairs, Sud Radio, aujourd'hui, me laisse une liberté totale. D'ailleurs, je ne suis là-bas que pour cela. Et je dois reconnaître, il faut que je rende hommage, en tout cas à Sud Radio, depuis le début. De toute façon, ça fait 6 ans que je suis là-bas. Je n'ai jamais eu, en tout cas, un problème d'invité ou un problème de savoir de quoi je voudrais parler. Pour moi, c'est une condition sine qua non. Sinon, je ne serais pas là. C'est-à-dire que la liberté, elle ne se divise pas. La liberté, elle ne se morcelle pas. La liberté, elle ne se sélectionne pas. Ce n'est pas le camp du bien contre le camp du mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un je ne suis absolument pas d'accord, et j'ai reçu des gens vraiment dont certaines idées ne m'allaient pas du tout, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les entendre. Tout le problème est là. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où il y a vraiment le camp du bien et le camp du mal. Vous savez, Hitler et Churchill, etc., etc. C'est pas possible. La réalité n'est pas cela. Si vous mettez une espèce de bulle, vous vous mettez dans une espèce de bulle qui vous cache le réel et vous dites « Ah oui, mais là, le réel, j'en ai rien à faire, c'est mes lunettes qui comptent. » Non, ce ne sont pas vos lunettes qui comptent, c'est le réel qui compte. Alors justement, tu parles de bulles. Est-ce que tu n'as pas l'impression, malgré tout, quand même, que nous sommes des bulles, nous, sur Internet, ces chaînes YouTube? Parce qu'aujourd'hui, ces médias mainstream, ils ont quand même encore une influence considérable. Bien sûr. Ou ils ne l'ont plus, selon toi? Ils l'ont. Non, mais c'est évident. Quand on écoute les journaux télévisés, etc., c'est évident qu'ils ont une influence considérable. On écoute des choses, on va parler de Russie-Ukraine, il y a des choses très fortes. Et le problème, encore une fois, il faut le dire ici, je veux dire, le problème terrifiant, c'est qu'on manipule. C'est que moi, ce qui me met en rage, c'est qu'on veut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est que des gens qui ne font pas la guerre, qui sont chez eux, vont manipuler un certain nombre de gens, qui vont perdre leur vie, qui vont perdre leurs biens, etc. Au nom de quoi? Et on sait très très bien au nom de quoi. Au nom d'un certain nombre de marchandises et d'ordres, qu'ils soient mondiaux ou pas. C'est ça qui ne va pas. Et on ne peut pas laisser les gens dire n'importe quoi. Et je crois, quand vous dites, bien sûr qu'il y a des bulles, on a chacun nos bulles. Mais nous, on jure sur le champagne. Vive les bulles. Mais on ne veut pas se contenter d'une bulle, on ne va pas s'enfermer dans une bulle, on regarde les autres, on les traverse et on les étudie. Alors, on va bien sûr revenir en longueur tout à l'heure, donc bien sûr sur ce conflit. Mais avant cela, quelques questions d'actualité, mon cher André. Tout d'abord, tu penses quoi des premiers mois du second mandat d'Emmanuel Macron? Ah, écoute, le second mandat d'Emmanuel Macron, c'est le premier mandat d'Emmanuel Macron. Ce qui est magnifique chez Emmanuel Macron, c'est que on prend les mêmes et on se recommence. C'est-à-dire le « en même temps » est devenu une espèce de religion. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau entre début 2017? Vous savez, moi j'avais raconté ça en 2017. D'ailleurs, depuis, je ne suis plus invité à France 2. J'avais raconté une anecdote. On ne te voit plus à LCI non plus. Non, LCI en ce moment, non. Je suis plutôt à CNews de temps en temps. Mais je vais vous dire, vous vous rappelez du discours de François Hollande en 2011 au Bourget? Je n'ai qu'un seul ennemi, c'est la finance. Cette finance qui n'a pas de visage, etc. Formidable. Or, il a rencontré la finance. Il s'est pacsé avec la finance. Il s'est même accouplé avec la finance. Et 9 mois après, qui est né? Le petit Emmanuel Macron. Fils naturel de Hollande et de la finance. Et ben voilà. Et ça continue encore et encore. Donc voilà. Ça n'a pas changé. Ça s'est même aggravé dans la mesure où on voit très bien aujourd'hui, il ne parle plus de la France, il ne parle que de l'Europe. Il ne parle plus de... Enfin, il prend des partis où on se demande où il est. C'est... Voilà. Tu penses qu'il aura intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale, comme il le laisse entendre? Est-ce qu'il va faire ce que Chirac avait fait en 97 pour amener Jospin pendant 5 ans? Non, il ne le fera pas, à mon avis. Il ne le fera pas, c'est très intéressant. Il fait sa petite... il dit, attendez, si vous ne... Mais il peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, écoutez, où sont les contre-pouvoirs en France? Il y a un pouvoir qui est l'exécutif. La preuve, Alexis Collère, son cerveau droit, est mis en examen. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, va nommer un président de la Cour de cassation qui va le juger. Eh ben, on s'en fout. Je les maintiens. J'en ai rien à faire. N'oubliez jamais que Emmanuel Macron est ce type qui a dit aux Parisiens, il a relu le texte, il n'a pas dit « j'emmerde les non-vaccinés ». Il a dit « j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés ». C'est-à-dire, quelque part, il y a une jouissance là-dedans. Un petit Caligula de sous-préfecture. Intéressant. Alors, les affaires Adrien Quatennens et Julien Bayou, qu'est-ce que ça dit de notre époque et des rapports hommes-femmes qui nous sont promis aujourd'hui, mon cher André Berkoff?
Écoutez, moi, c'est très gênant, ce tribunal à la fois médiatico-politique. Enfin, mais nous avons un fou qui est un vil formidable, en la personne de Sandrine Rousseau. Elle est magnifique. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau arrive à la télévision en disant « Oui, il y a une femme qui m'a dit ça et ça et ça. » C'est peut-être vrai. Mais enfin, attendez. Moi, je veux bien, et vous savez très bien ce que je pense de... C'est pas une question de gauche ou de droite. C'est que, est-ce que vous livrez au tribunal médiatique, dans l'instant, etc., tout ce qui se passe entre un couple. Alors, si la personne est reconnue comme étant brutale, etc., bien sûr qu'il faut la condamner. Et bien plus, la sanctionner très sévèrement. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce tribunal? On retrouve les sorcières de Salem. C'est-à-dire, on est prêt, allez, maintenant, je vais à la télévision, je dis, voilà, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Autant je suis d'accord avec MeToo quand il s'agit de libérer la parole, autant quand il s'agit de faire un espèce de procès, mais vraiment public, devant des millions de personnes, comme ça, avec la personne qui ne peut plus parler et qui ne même peut plus se défendre. Ça me paraît, si vous voulez, vous savez ce qui me gêne là-dedans, c'est cet exhibitionnisme terrifiant. Alors, autant sur la justice, il faut être extrêmement impitoyable envers les hommes qui maltraitent leurs femmes ou leurs enfants ou qui que ce soit, ou vice-versa, ou les femmes qui... Autant quand même, il faut faire très attention à ne pas détruire un foyer, de ne pas détruire une réputation, de ne pas détruire quelqu'un et l'amener vraiment je vais dire, à la marginalisation la plus totale, quoi. Ça me paraît, moi, très gênant. Tu parles de l'importance que prend Sandrine Rousseau, ça m'amène à te demander, est-ce que tu penses que l'échiquier politique, toi qui es un fin observateur, va évoluer dans les prochaines années, qu'on est arrivé à une sorte de point d'équilibre vers une sorte de tripartisme assez stable entre d'un côté la NUPES, Ensemble, Renaissance, et puis le Rassemblement national? Un rassemblement. C'est-à-dire que, pour être un peu, peut-être je vais être schématique et choquer certains, depuis que les clowns font de la politique s'est très rapprochée du cirque. Il y a un problème, honnêtement, de qualité. Le niveau. Le niveau. Moi, je crois que c'est vraiment ça. Je crois que le vrai problème, il est que vous aviez des gens, à droite comme à gauche, qui avaient une culture... Oui, non, mais Mitterrand, Charles Pasqua, Philippe Séguin, et puis beaucoup d'autres, Jean-Pierre Chevènement, etc., etc., on peut en citer des dizaines, qui avaient quand même une espèce de culture historique, qui avaient une culture intellectuelle, qui avaient une culture littéraire. Jean-Marie Le Pen, tu dirais? Jean-Marie Le Pen, oui, bien sûr, d'autres, qui avaient la distance. Là, il y a des gens qui entrent en politique comme ils entreraient dans un café, dans un McDo. C'est pas possible. C'est-à-dire aucune distance, aucun esprit critique, aucun sens des hiérarchies, aucune relativisation, aucun sens des proportions. Et donc on y va. Et puis alors on va, comme on dit n'importe quoi, puisqu'il y a toujours un micro qui se tend. Et moi, ce qui me gêne, honnêtement, c'est, je pense à cette phrase de Henri de Monterland dans La Reine morte, au duc de Ferrare, il disait « En prison, monsieur, en prison pour médiocrité ». Et ce qui me gêne vraiment beaucoup, et ce qui m'attriste, c'est la médiocrité. Ben, on peut l'applaudir. François Bayrou, possible candidat en 2027, ce serait peut-être le sauveur. Ça t'inspire quoi? Bon, ben là, je devine déjà ta réponse. Non, je vais être vulgaire, là. Hein? Je vais être vulgaire. Bah vas-y. Bah, mon grand-père me disait que le seul organe qui est vraiment au centre, c'est le trou du cul. Et les centristes, pour moi, pardon, je m'arrête là. Ça... J'ai dit que j'allais être vulgaire, mais tu nous avais prévenu. Du André Berkoff, en tout cas, la réponse est claire. Dernière question, qu'est-ce que tu penses sur la crise énergétique du nouveau slogan du gouvernement, le fameux « Je baisse » avec 2 S, « J'éteins, je décale », qui a dû nous être trouvé par un consultant de McKinsey, ou je ne sais qui. Est-ce qu'on va toujours 30 millions de dollars, bien sûr. Voilà. Non, alors moi, dans l'infantilisation. pour moi, très sincèrement, c'est pas ça qui m'a convaincu. Moi, je vais vous dire, j'étais un peu insouciant, je pensais que tout ça n'avait pas d'importance. Mais quand j'ai entendu l'immense Bruno Le Maire, qui a dit « Maintenant, il faut porter un col roulé », alors là, j'ai dit « Alors là, nous arrivons vraiment au visionnaire. Il faut porter un col roulé. Se défendre contre l'énergie, c'est le col roulé. » Et quand j'ai vu Elisabeth Borne to be alive avec son anorak, c'est formidable. J'ai dit « Ah ben, ça, voilà, on a compris. D'ailleurs, je propose qu'on remette des gants extrêmement bien fourrés et des masques en laine
Attention, le masque doit être en laine, c'est fini les gars, votre petit masque, rien. Non, en laine. Non, on se bat. Ce qui est très bien, parce que je vous rappelle que c'est le même Bruno Le Maire qui a dit qu'il allait mettre à genoux l'économie russe. On a vu le résultat, je veux dire. Donc quand on est dirigé par des gens aussi visionnaires, aussi acérés... Tu penses que c'est nous qui pouvons être à genoux dans quelques temps? Quoi? On l'est déjà, si on l'est pas déjà? Écoutez, je ne sais pas, hein, vous avez vu ce qui se passe en Europe, on pourra en parler. On s'est tiré 2 balles dans le ventre. Faut quand même savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, Eric, quand même, on se rappelle que nous achetons du pétrole à l'Inde. Le pétrole à l'Inde, c'est du pétrole russe qui a été vendu à l'Inde et sur lequel nous payons en plus une commission. Nous achetons, j'adore, nous avons des écologistes au gouvernement, nous achetons du gaz de schiste aux États-Unis à 30% plus cher. Je veux dire, c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, nous sommes vraiment des gens, c'est ce que j'appelle le cartésianisme français, quoi. Non, on veut pas ce gaz russe, bande de salauds, de fascistes, de réacs. Très bien, on veut pas. Mais alors, on veut quoi? Et le substitut. Et d'ailleurs, vous avez vu que Elisabeth Borne est en Algérie, et était là, au début de semaine. Et alors, c'est extraordinaire parce qu'il dit on va retisser les liens. Mais le gaz, non, on n'est pas là pour le gaz. Non, pas du tout. On n'est pas allé pour le gaz. Mais qu'est-ce que vous racontez, le gaz? Alors qu'on les cherche partout. Et le rigolo, quand même, de tout ça, c'est que Biden et puis Macron sont allés en Arabie Saoudite, à l'OPEP. Et ils ont dit, écoutez, haussez un peu votre production, parce que franchement, l'OPEP a dit non. Non, Mohamed Ben Salman, non, mais écoutez, les prix, il faut qu'ils restent hauts, donc voilà. Donc, nous avons quelle politique? Nous avons une politique, c'est ce que j'appelle, cocu, battu, content. Dernière question, tu es l'un des seuls, si ce n'est le seul, je crois, journaliste à avoir interviewé Donald Trump, journaliste français, avant son élection. Maintenant qu'il est battu, quand tu vois l'état de Biden, est-ce que tu penses qu'est-ce qui serait passé si Trump avait été au pouvoir, et on va avoir des élections là bientôt. Est-ce que tu crois à un retour de Trump? Alors, c'est intéressant. Alors, je ne vais pas dire ce qui serait passé si Trump était au pouvoir, on ne va pas faire de politique-fiction, mais je pense franchement que Trump, par rapport à Biden, vous avez vu l'état de Biden quand même, c'est le seul qui a dit à la télévision, on lui demandait comment vous définirez l'Amérique, et il l'a dit, je crois que c'est une fake news, il a dit je n'ai qu'un mot pour définir l'Amérique, c'est incapable, non mais vraiment, il a dit, c'est incapable de dire un mot. Bon, Biden, c'est formidable, enfin, il est sénile total, et derrière, c'est Obama et Clinton, enfin, qui tirent les ficelles. Trump, ce que je crois, c'est qu'il aurait fait un deal. Je crois, hein, je ne vais pas parler à sa place, mais en bon businessman, il serait allé voir Poutine, il serait allé voir Zelensky en disant, écoutez les gars, qu'est-ce qu'il y a, il y a un truc sur le Donbass, tout ça, on discute. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire, d'ailleurs, parce que tout ça aurait pu être évité. Tu veux dire à la mode businessman? À la mode, qu'est-ce que vous voulez, vous, et on discute. Et alors, je ne sais pas ce qui serait passé. En revanche, ce que je crois très important, c'est que pour moi, la date la plus importante, c'est le 8 novembre, les élections du mi-terme, c'est à mi-mandat américain. Pourquoi? Parce que si les républicains reprennent la Chambre des représentants et le Sénat, la guerre s'arrête en 2 mois. S'ils ne reprennent pas, tout est possible, y compris le pire. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin de cette première partie. Et justement, la transition est toute trouvée pour le premier débat, tout de suite, sur Bistro Liberté. Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. terredefrance.fr. L'Union européenne est-elle au bord de l'implosion? Autosanctions, divergences politiques et crise énergétique. La guerre en Ukraine, est-ce une crise terminale de l'Union et de l'idée même européenne? Ou bien une nouvelle étape d'une Europe n'avançant qu'en surmontant les crises? Voilà, alors je vois les sociétaires qui meurent d'envie de prendre la parole, donc ça y est, ça va être à vous. Tu vas quand même introduire le débat, mon cher André. Donc pour ce premier débat de la soirée, je vous propose donc, on l'a dit, nous intéresser aux conséquences de la guerre en Ukraine. Alors au passage, on va rappeler quand même qu'on pense évidemment, et on témoigne de notre soutien, au peuple victime de cette guerre, c'est important de le dire. Mais j'aimerais qu'on revienne tout d'abord, pour commencer, eh bien, on nous dit aujourd'hui que cette solidarité européenne, elle est notre salut pour faire face aux effets des sanctions que l'Europe s'est infligée à elle-même en visant la Russie. Il y a évidemment là, vous l'aurez compris, une légère ironie de ma part. Une question à laquelle j'aimerais que nous répondions, c'est tout d'abord, quels sont les intérêts
poursuivi par les dirigeants européens en décidant ces sanctions. Il me semble que ce ne sont pas tout le temps les intérêts des peuples. André ? Écoutez, vous posez la question de l'Europe et de qui décide. Le problème, avant de poser ça, c'est qui décide en Europe. Est-ce que Ursula von der Leyen, qui n'a jamais été élue, qui est présidente de la Commission européenne, est-ce qu'elle a le pouvoir, ce qu'elle a fait, vous savez, pour les vaccins? C'est elle qui a dealé les vaccins, avec Albert Bourla, notamment le PDG de Pfizer. Ça, c'est une première question. Le Parlement européen, on voit un rôle très secondaire. Deuxièmement, et je vais laisser parler mes petits camarades, c'est comment peut-on expliquer que, même dans cette guerre, on voit très bien qu'entre l'Allemagne, entre l'Espagne, le Portugal, etc., il y a de sacrées différences d'intérêts. Alors que l'Europe s'est retrouvée effectivement et pourquoi pas, l'Europe aurait dû jouer pour moi un rôle d'équilibre entre l'Amérique et la Russie, quel que soit ce qu'on pense de De Gaulle. L'Europe, c'est quand même l'Eurasie, c'est quand même... On est entre les deux. Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est aligné totalement sur les USA. Est-ce que c'est une bonne chose? À voir. Didier Maistre, à qui obéit l'Union européenne, selon vous? Alors déjà, je voudrais revenir très brièvement sur ce qu'a dit André dans la première partie, sur la liberté dans les médias, parce que c'est, comme vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur et pour lequel je me bats depuis toujours. Il y a bien sûr les oligarques, les milliardaires, le service public qui est devenu lamentable, qui s'est macronisé à la vitesse de l'éclair. Mais il y a aussi les journalistes, et je parle sous le contrôle de vous quatre. Quand on leur offre une liberté aux journalistes, qu'est-ce qu'ils en font? Ils pleurent, ils n'en font rien. Les trois qui sont là, vous êtes les seuls à qui j'ai permis une liberté qu'il avait utilisée. Je peux le dire, parce que c'est grâce à toi. Il y a prescription, je peux le dire. Je vais raconter juste une brève anecdote. J'avais fait un tweet sur Benjamin Griveaux, cette fameuse histoire phallique. Et donc, M. Griveaux, voyant mon tweet, a décidé d'annuler sa venue à la matinale de Sud Radio. Et moi, dans la rédaction, ils sont venus me voir. « Mais comment tu as tweeté, etc. » Et j'ai eu cette prophétie, mais j'y suis pour rien. Hein, je veux dire, c'est le hasard. Je dis Griveaux, rien à faire. Dans 15 jours, il ne sera plus rien. Boum, le lendemain, sort l'affaire Griveaux. Ça, c'est l'anecdote, mais c'est révélateur du fonctionnement. Parce qu'il y a la censure, mais il y a aussi l'autocensure. Et les journalistes, comme il y a une histoire de niveau, de médiocrité, qui veulent plaire à tous les pouvoirs, ils sont très contents quand ils peuvent toucher un homme politique, quand ils les invitent à déjeuner, etc. Moi, j'ai toujours refusé d'être invité à déjeuner, de partir en week-end, de me faire payer quoi que ce soit. On ne me voyait pas au théâtre avec des hommes politiques. Cette collusion, elle existe plus que jamais encore. Mais bien sûr, après qu'on fasse de la politique, ça a été notre cas à tous, avant, après, mais pendant, sous cet sacro-saint principe qui est faux d'ailleurs de l'objectivité. Hein. C'est comme quand ce sacré journal du soir, Le Monde, se veut objectif et en fait fait passer bien sûr une idéologie. Ça c'est scandaleux. Donc il y a bien sûr les patrons de presse qui sont en affaire avec l'État aux États-Unis. C'est pas possible quand vous vendez des armes, des travaux publics ou de la téléphonie ou des médicaments, vous ne pouvez pas posséder de médias. Mais il y a aussi le problème des journalistes et la rougeur et la laisse dont parlait André, c'est aussi eux-mêmes qui se la tirent. Alors, bien sur l'Union européenne. Bien souvent. Sur l'Union européenne, je crois qu'André a bien résumé. Est-ce qu'on a voté d'abord pour que la Commission européenne distribuât des médicaments à tout le monde, etc. Non, moi j'ai pas voté pour ça. On l'a rappelé, elle n'est pas élue. Voilà. Est-ce qu'on a voté pour que la Commission européenne, puisque on voit bien qui est la patronne de l'Europe aujourd'hui, le centre de pouvoir européen s'est décalé, et aujourd'hui la vraie patronne de l'Europe, oui, l'Europe a un visage, c'est celui d'Ursula von der Leyen. Est-ce qu'on a eu un débat pour voter pour l'entrée en guerre d'un pays, et je ne parle pas du peuple ukrainien, je parle du dirigeant ukrainien, qui est quand même assez particulier, d'un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Moi, je n'ai pas voté pour ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, je vais plus loin, puisque... Ah, mais les peuples non, mais il y a tout un... Pas, vous savez, il y a les chaînes, il y a toujours des maillons. Le maillon, André l'a rappelé, le premier maillon, le plus solide, hein, une chaîne ne tient que par son maillon le plus faible, comme chacun sait. Le maillon le plus solide, c'est les États-Unis. Ensuite, il y a le petit maillon, c'est l'Union européenne, et je dirais même la Commission européenne, parce que les parlements font de la mousse, et il a encore créé un machin, Macron, le Conseil politique de l'Europe, il y a déjà 7 institutions européennes, vous avez vu, ça fonctionne super bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Et ensuite, vous avez les derniers petits maillons,
qui s'appelle Macron en France, mais est-ce qu'il y a un débat ? Aujourd'hui, au Parlement, il y a une guerre sur le territoire européen, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais sur le territoire européen. On parle des cols roulés et des box. Le Parlement n'est pas saisi, mais est-ce que vous avez entendu des leaders des oppositions se manifester, dire quelque chose ? Donc voilà, on est dans cette Europe néolibérale, mais aussi complètement mariée à la fois à la finance, mais aussi à la technostructure. Et c'est la première fois qu'il y a en fait cette alliance de la carpe et du lapin, finalement d'un deep state à l'européenne ou à la française, allié à un néolibéralisme qui déréglemente aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi on fait la guerre, au nom de quoi. Alors on ne va pas repartir dans les accords de Minsk, la situation du Donbass, même si on devrait le faire, on va sans doute le faire dans la suite du débat. Mais on ne sait pas... Il y a eu un échange très vif avec Laurent Alexandre à ce sujet. Oui, mais Laurent Alexandre, ça me fait toujours marrer, moi, les exilés fiscaux qui se disent sur les plateaux de télévision patriotes. Alors je lui ai dit, effectivement, dans une émission de télévision, mais va te battre, on recrute. Mais il est résident belge, alors c'est un peu compliqué, quoi. Alexis Poulain, fin connaisseur exactement aussi de ces sujets européens. Quel est ton avis là-dessus ? À qui obéit l'Union européenne ? Elle obéit à BlackRock, elle obéit à tous les fonds de pension et à tous les organismes de la finance internationale et au lobby. Quand on travaille à Bruxelles, et je l'ai fait, j'ai fait pas mal d'allers-retours, on comprend très vite que toute la construction européenne de ces dernières années, au-delà de la politique atlantiste, qui a voulu faire un marché unique pour que des produits américains se déversent après-guerre, le plan Marshall et puis la suite, c'est faire en sorte que les législations de chaque pays européen soient les plus ouvertes possibles au lobby américain, et particulièrement au lobby américain. Parce que quand vous allez à Bruxelles, vous avez par exemple Google qui a 50 avocats qui travaillent à l'année pour faire avancer les intérêts de Google. Michelin, qui est un champion français de l'industrie, vous avez 2 lobbyistes, dont un qui a 2 ans de la retraite. Voilà, c'est ça la force de frappe en fait de l'Europe, enfin des lobbies qui ont mis la main sur ce formidable outil, puisqu'ils se sont dit, tiens, on a des gens qui viennent de partout, qu'on peut facilement influencer, pour ne pas dire corrompre, et faire en sorte que, de retour chez eux, ils fassent des lois qui vont nous servir. Et puis alors ça va encore plus vite quand vous avez quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui fait la campagne de Uber, par exemple, pour ouvrir les VTC en disant c'est super, ça va créer des emplois. Il dit pas des emplois, il dit des emplois. Donc ça crée des emplois, mais ça détruit surtout des pans entiers de l'industrie, comme quand on accueille un entrepôt Amazon, on sait que derrière c'est X petits commerces qui ferment la porte, c'est toute une région qui se réorganise où finalement le seul pôle d'emploi va être l'entrepôt Amazon. Et on a affaire, avec la technostructure européenne, à des gens qui viennent de pays où, quand on a un salaire de techno-européen, on est le roi du monde quand on retourne au pays. On peut faire vivre la famille, les amis, un parti politique, enfin bref, c'est une manne. Et vous avez des pays qui sont devenus champions, en fait, de l'institution européenne. Les Italiens ont été très forts, dès le début. Puis vous avez eu les pays de l'accession qui sont arrivés aussi en masse et en nombre. On parle beaucoup des pays baltes en ce moment, les pays de la Baltique, les Estoniens, par exemple, ils ont été champions aussi sur l'alignement à Bruxelles pour être sûr de bien se mettre dans l'appareil bruxellois. Et les champions, toutes catégories, c'est les Allemands. Parce qu'eux, ils ont pris au sérieux cette construction lobbyiste qu'était l'Union européenne. Quand vous avez des députés européens allemands, ils vivent à Bruxelles, ils font vraiment les lois, ils sont vraiment impliqués et ils font en sorte que ça marche pour eux. Résultat des comptes, vous avez une Allemande à la tête de la Commission européenne et toutes les lois européennes sont faites pour que ça bénéficie à l'Allemagne, pas à la France. Les Français, quand vous envoyez un député européen français à Bruxelles, il ne vit pas à Bruxelles, il y va de temps en temps. Il ne fait pas vraiment son boulot. Il va cachetonner, quoi. Il va cachetonner. Et généralement, il est là parce qu'il a raté une élection nationale. Et donc, il faut le recaser quelque part. Donc, on dit, écoute, il y a les européennes qui arrivent, tu peux patienter encore un an ? Oui. Et donc, on envoie des champions. Et ça, on ne l'a pas pris au sérieux. Donc, mais même les industries, enfin les entreprises françaises, quand Michelin envoie seulement 2 lobbyistes contre les 50 de Google, on sait qu'on ne va pas gagner. Et puis, ça demande des moyens. Donc, on n'a pas mis les moyens pour que l'Europe fonctionne dans nos intérêts. Et puis après, on a des élites autoproclamées qui sont totalement
totalement européistes, qui ont fait toute une carrière avec ce mantra, hein, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est des valeurs, c'est l'état de droit qui reste à définir, hein, puisque quand on censure une chaîne comme RT en dehors de tout cadre de droit, puisqu'on avait l'agrément... Sur laquelle tu intervenais ainsi. Bien sûr. Et bien là, il n'y a pas de cadre légal, mais on continue, et puis sans parler de l'état d'exception avec le Covid, enfin bref, l'état de droit, on s'assoit dessus quand on veut, c'est à géométrie variable. Donc là, c'est tout ce système, en fait, pour moi, l'Europe aujourd'hui, c'est un principe de lobbying où le plus riche gagne. C'est-à-dire, plus vous investissez dans l'Europe, plus vous gagnez. Et aujourd'hui, ceux qui ont gagné, c'est les Américains, évidemment, et les Allemands. Les Français, on se fait tondre systématiquement. Regardez, sur les plans de relance, on paye plus que ce qu'on va récupérer par rapport au plan de relance Covid. C'est quand même génial. Alors que vous avez Bruno Le Maire et Macron qui nous disent c'est super, notre pays qui est endetté à 3 000 milliards de dettes va s'endetter pour payer la dette et pour payer également la dette européenne. Pareil, sur le système européen, c'est c'est une pyramide de Ponzi, hein, puisque l'idée c'est qu'il y a une dette européenne, il va falloir aussi la revendre de la dette et faire en sorte qu'on retrouve, puisque seuls les Allemands peuvent s'endetter sans problème sur les marchés, à 200 milliards à peu près, sans problème. Les Italiens ne peuvent pas, les Espagnols non plus, et les Français ne peuvent plus. Ils pouvaient il y a quelques temps, mais voilà, la dette d'État, c'est quelque chose qui se vend bien, c'est un super produit, mais plus maintenant. Donc voilà, l'Europe, c'est un outil que nous n'avons pas utilisé et qui se retourne maintenant contre nous. J'aimerais qu'on revienne sur ces sanctions et justement sur ces valeurs de l'Europe dont tu parlais. Je vais me faire un peu l'avocat du diable en prenant les propos d'une certaine Caroline Fourest. Est-ce que c'est pas une preuve de grandeur de nos sociétés que d'être, je la cite, capable de sacrifier son confort individuel pour défendre ces fameuses valeurs? Je vois. Ouais, elle a dit ça. T'as dit quoi? Elle a dit ça, la dame? Oui, voilà, c'est ça. Non mais ça, la dame, je voudrais pas. Moi aussi après. C'est à vous sur France 5. C'est elle qui a décidé qu'on avait... Comment ils appellent ça maintenant? C'est sobriété... Subie. Sobriété subie. Ils vont le mettre sur les drapeaux, ça fait SS, c'est merveilleux. Il paraît que maintenant on fait ça volontairement pour le bien des Ukrainiens qui sont très contents qu'on ait froid cet hiver, alors que on avait déjà des gens au ministère de l'économie qui nous disaient 2 ans avant le début, enfin en 2020, qu'on aurait déjà des crises de coupure à cause de la politique nucléaire de Macron, que ça n'avait rien à voir avec ce conflit. Ça a peut-être aggravé. Est-ce que c'est la fin de l'Europe? Je ne sais pas. Ça fait 20 ans que tout le monde dit que c'est la fin de l'Europe dans 15 jours. Pensez que cette crise énergétique peut aboutir à l'implosion de l'Europe? Tout aboutit. Quand il y a eu la crise de 2008, on nous a dit c'est la fin de l'Europe, on a bouffé du Delamarche qui nous l'expliquait toutes les semaines pendant 10 ans. Quand il y a eu le non français à la guerre en Irak, on dit c'est terminé, l'Europe unie, c'est fini, maintenant on va se ranger derrière la France, etc. Il y a toujours une bonne raison pour que ce soit la fin de l'Europe. La fin de l'Europe, elle sera conditionnée au fait que les peuples se réveillent, puisqu'il n'y a plus de système démocratique qui permette à l'Europe de condamner sa propre folie. Je ne pense pas que ce soit la fin de l'Europe, c'est la fin d'un narratif européen. C'est-à-dire le narratif de l'Europe démocratique. Que l'Europe, c'est pour la démocratie. Que c'est pour plus de transparence, d'efficacité, de représentativité. Et on voit dans le discours le président de Twitter nous dire la liberté d'expression n'est plus la priorité de notre réseau social. On voit Twitter au passage qui vient d'être acheté, là c'est officiel. Oui, ça y est. Ah ça y est, ouais. Il a rechangé. Oh, ça y est. On voit un Darmanin qui nous dit il y aura des débats, mais à la fin c'est Emmanuel Macron qui a raison. On voit des choses comme ça qui nous expliquent qu'aujourd'hui la lutte, la victoire du bien contre le mal est plus importante que la démocratie. Donc on vit une époque qu'on a déjà connu dans notre histoire, où le narratif européen n'est pas celui de la démocratie, mais celui de l'efficacité. André, une réaction, et Rémi réagit après. Oui, juste un mot. Je crois que effectivement le verre était dans le fruit. Entre parenthèses, Alexis, c'est vrai, mais l'Allemagne, maintenant, elle va en prendre plein la tronche. Ah bah oui, mais C'est-à-dire que l'Allemagne va arriver, parce que tout ça m'a fonctionné très bien, pendant que la BCE faisait la planche à billets. La planche à billets va commencer d'être tout à fait savonnée. Mais le vrai problème qui était dans le fruit, et que, évidemment, tant qu'il y avait les 30 glorieuses, et après, ça allait très bien, tout allait bien, le frigo était plein, l'expansion, etc. Sauf qu'il y a eu quelque chose de fondamental. On n'a pas converti les peuples à l'Europe. On a parlé de quoi? On a parlé de l'euro, on a parlé du marché, la libre circulation, etc., etc. Mais vous savez, moi, je suis absolument fasciné que personne n'a, sauf un certain Georges Steiner, a dit, mais c'est quoi l'Europe? Or, l'Europe, c'est quelque chose. C'est d'abord Rome, Athènes et Jérusalem, le fondement, les religions, les religions, y compris les religions polythéistes, et Rome, Athènes, Jérusalem. Alors je mets Jérusalem dans l'Europe, mais quand même, il y a quelque chose là. Deuxièmement, l'Europe est le seul continent qu'on peut traverser sans prendre des bateaux, ou etc. L'Europe pouvait le traverser à pied.
Rimbert, Saint-Augustin. Troisièmement, l'Europe, c'est l'Europe de l'habeas corpus, l'Europe de la Magna Carta, l'Europe de la liberté d'expression, c'est quand même inventé là. Et puis, les cafés, les bistrots qui ont fait la Renaissance et les révolutions. Et puis, l'Europe, ce n'est pas Fifth Avenue, etc. Ils donnent à leur rue des noms d'écrivains, de poètes, de philosophes, de scientifiques. C'est-à-dire, juste pour résumer, on n'a jamais intérêt en disant « c'est quoi l'Europe ?» L'Europe, ça a été l'euro, très très bien. Alors sauf que l'euro, ça a marché très bien, sauf qu'on ne pouvait plus faire de dévaluation. Rappelez-vous, De Gaulle, en 58, il fait la dévaluation. Maintenant, tu ne peux pas dévaluer, tu ne peux rien faire. Donc, tu attends que ça se passe. Donc, aujourd'hui, la BCE, la Banque Centrale Européenne et compagnie, à un moment donné, ça va s'arrêter, tout ça. Quand tu as 3 000 milliards et quand tu dépenses, et aujourd'hui, l'Allemagne, elle est obligée, parce qu'elle dépendait à 40% du pétrole russe et du gaz russe, elle est obligée aujourd'hui de remettre les centrales à charbon. Comme nous, d'ailleurs, on remet les centrales à charbon. Donc, il y a un problème, c'est qu'à un moment donné, si tu veux, le roi est nu. Où la reine Europe est nue. Donc comment ça va se passer? On n'en sait rien, on ne va pas faire de voyance, mais il y a un problème. Rémi, quels pourraient être les déclencheurs de l'effondrement de l'Europe, selon toi? Disons que déjà, sur le point de départ du débat, il y a très peu de guerres, voire aucune, qui s'est faite au nom de l'intérêt des citoyens et des peuples. Donc ça reste quand même un point à rappeler, à mon avis, d'autant que tout ça ressemble quand même à une très mauvaise série Netflix, ou Salto, pour les plus curieux des divertissements. C'est-à-dire on parle de narratif, mais tout ça ressemble quand même drôlement à une série Netflix. On a des cliffhangers, on a des épisodes comme ça qui s'arrêtent sans le fin mot de l'histoire. C'est le massacre de Boutcha, c'est le missile cheminée, c'est tous ces événements qu'on a vus qui ont occupé l'antenne pendant 24, 48 heures, qui le lendemain se sont évanouis, et un autre événement a repris, et puis après c'est une allocution de Zelensky, et ainsi de suite. Depuis bientôt 6 mois, c'est ça, c'est rythmé telle une série Netflix, plutôt mal écrite, mais dont l'issue est assez connue dans la mesure où ce serait faire, à mon avis, trop d'honneur d'imaginer que l'Union européenne ait un rôle à jouer là-dedans. Dès 1951 et la création de l'OTAN, on sait que l'objectif premier, la lutte contre le régime communiste, on a changé plus ou moins les costumes, mais les personnages sont les mêmes. Donc imaginer que l'Union européenne a un rôle à jouer là-dedans, si ce n'est être le vassal des États-Unis de manière plus ou moins déguisée, d'ailleurs de moins en moins, je pense que finalement l'histoire est assez claire, peut-être écrite d'avance sur la finalité, ça on verra la saison 2 ou 3. Après, sur l'implosion, ça me fait un petit peu penser à cette situation en 2008 sur les grosses banques américaines, où on parlait de too big to fail. Est-ce que l'Union européenne n'est pas dans la même situation? Est-ce que l'Union européenne peut réellement imploser, s'écrouler, donner naissance comme ça à un essaim de nations qui n'auront aucune solidité? Mais pour certains, au contraire, oui, on peut peut-être servir un petit peu... du vin plutôt. Attends, c'est le bistrot des libertés, mais... Il y a beaucoup de gens, au contraire, qui disent que c'est peut-être l'occasion que l'Europe européenne s'affirme, justement, au cours de cette crise. C'est un trompe-l'œil, Didier Maisto Non, mais l'Europe européenne, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est vrai que c'est une série Netflix, parce que, bon, je prends un exemple récent, il date d'hier, le pont de Crimée. Avant-hier, vous aviez toutes les chaînes d'infos et le service public qui disaient « c'est les Russes qui se sont sabordés ». Aujourd'hui, avec la contre-attaque, la réplique de Poutine, ils disent en réplique à l'attentat du pont de Crimée, donc l'histoire s'est terminée sans fin, on ne sait pas, donc implicitement ils reconnaissent. Pareil pour Nord Stream, on nous a dit non, c'est un coup des Russes, ils se tirent une balle dans le pied, comme ça ils veulent faire croire que... Mais c'est ça qui est complètement fou, parce que ces médias n'ont ni queue ni tête, ni début ni fin, ça s'arrête dans des cul-de-sac, dans des impasses, et puis personne... Quand on est traités les uns les autres de complotistes, de conspirationnistes, et quand on trouve le fin mot de l'histoire, quand tout se révèle exact, on l'a vu pendant le Covid, on était en pointe avec mon camarade sur le Covid, on a dénoncé un certain nombre de mensonges, de fake news, ou avec les Gilets jaunes. Ça sort après 2 ou 3 ans après, mais est-ce que vous avez un mea culpa, un rectificatif ? Jamais. On a mis des gens en prison. Je rappelle, il y a eu des centaines de gens en prison sur la base de... Tu crois, en retour des Gilets jaunes, tu as été très investi dans ce mouvement. Toi, Didier Maisto, d'ailleurs, tu en as subi, je pense, quelques conséquences. Tu crois que ça peut repartir? De toute façon, les Gilets jaunes, c'est pas un mouvement, c'est pas une étiquette. Moi, je crois effectivement que l'étincelle peut toujours produire un embrasement général. Nul ne sait quand ni comment. Ça peut être... Là, le carburant, par exemple. Vous voyez, non, mais ça peut être irrationnel, parce qu'à un moment, quand les Gilets jaunes ont manifesté, le carburant était plus bas
que ce qu'il a été au pic de la dite crise, parce que c'est pas une crise, c'est chronique en réalité. Donc, on ne sait pas, il y a une part d'incertitude et de subjectivité qui fait un élément, parfois, fait s'embraser tout le reste. Donc oui, en tout cas, les Gilets jaunes ont été la seule manière d'avoir une opposition au monde politique, même si elle ne s'est pas bien structurée, etc. Et donc, ça fait prendre conscience au peuple français que la solution ne viendrait malheureusement plus des urnes, mais certainement de la rue. Au passage, on va laisser juste Alexis réagir. Tu parlais des urnes, Didier. On voit que la droite progresse partout en Europe, en Italie, en Suède, en Finlande. Quelle influence ces victoires elles peuvent avoir sur la conduite de la guerre en Ukraine, notamment, Alexis, là-dessus? J'espère qu'on va revenir à une réelle politique qui n'a plus rien de la cantation actuelle. C'est succès électoraux, ça marque la fin de l'Europe, selon toi? Non, puisque c'est une alternance et ça reste des élections démocratiques. Enfin, si on veut garder... Qu'est-ce qu'il y a eu de bien dans la construction européenne? Je vais me faire l'avocat du diable. Il y a eu, pour beaucoup de pays, la promesse d'une lutte anticorruption. De nettoyage un peu de la finance publique. Bon, non mais c'était des promesses. Mais il y avait cette promesse-là, donc qui a permis à pas mal de pays... Il y a eu l'emploi, évidemment. On voit que partout... Il y a eu la lutte contre l'inflation, il y a eu une meilleure qualité de vie, on voit que partout c'est un échec. Et on continue avec cette incantation. Et la dernière promesse, c'était l'Europe, c'est la paix. Bon, maintenant, c'est devenu une force de guerre qui est supplétive de l'OTAN. Donc il y a un vrai problème. Que les urnes, à un moment, votent pour des partis qui sont des partis nationalistes au sens large, mais pas européistes au moins, ça me paraît être le juste retour des choses, et peut-être même la preuve qu'il y a encore une réflexion politique au sein des citoyens européens. Parce que derrière, il y a quelque chose de l'ordre de l'effondrement, en fait, dans ce qui se passe en Europe. Vous savez, les Vikings ont disparu pour partie parce qu'ils ont choisi de vivre comme des Européens chrétiens en élevant des vaches alors qu'ils ne pouvaient pas. Donc il y avait de moins en moins de lait, etc. Et de l'autre côté, il y avait des Inuits qui, eux, se débrouillaient avec des conditions météo très difficiles. Mais il fallait surtout pas vivre comme eux parce que c'était pas des bons chrétiens. L'Europe, c'est ça. C'est-à-dire, c'est les chrétiens démocrates allemands qui tiennent le truc. Et donc, il faut avoir ces valeurs-là. C'est aussi Ursula von der Leyen qui dit qu'elle a les outils pour que si l'Italie vote à mal... Mais c'est ça. Et donc, alors, elle va y sortir les outils. Et donc, il y a cette croyance... Elle va essayer. De toute façon, on a eu la troïka sur la Grèce. On sait très bien que c'est pas tant l'Italie, la Norvège. Le problème, c'est est-ce que le politique, aujourd'hui, dans quelques pays européens que ce soit, a encore réellement le pouvoir? Est-ce que c'est encore le lieu du pouvoir? Ou est-ce que c'est simplement un théâtre? Et ça, c'est la vraie question, parce qu'on voit bien où est le pouvoir. Quand Ursula dit non, mais ils votent ce qu'ils veulent, mais au final, on va s'arranger pour que la Fed, la BCE, les marchés et la Troïka les remettent d'aplomb. Le pouvoir, il n'est pas là. Il est dans les salles de marché, il est dans l'antichambre de BlackRock, il est ailleurs que là où des clowns s'agitent pour nous occuper, nous, les enfants. C'est bien ça le problème. André Berkoff. Alors, je crois que, effectivement, le pouvoir, où est le pouvoir? On sait très bien qu'il n'est plus où on pensait qu'il était. La meilleure preuve, si vous voulez, et rappelez-vous, il y a eu quelque chose de fondamental. Il faut revenir à ça, c'est 2005, référendum sur la Constitution européenne. Hein. Les Français votent à 55% contre, effectivement, la Constitution européenne telle qu'elle était présentée. Et donc, évidemment, ils se sont assis dessus. Et 2 ans après, c'était Lisbonne. Mais l'intérêt, il va plus loin, et là, ça concerne chacun d'entre nous. C'est que qu'est-ce qu'ont dit les médias, de droite comme à gauche, de Libération au Figaro? Ils ont dit, mais vous êtes des crétins, bande de peuple français, vous êtes des imbéciles, vous n'avez rien compris à rien, il faut vraiment vous expliquer. Et ça me rappelle le dramaturge communiste allemand Bertolt Brecht. Il disait que dans un pays, à un moment donné, le peuple maugréait contre le gouvernement. Et il a dit, le gouvernement excédé décida de dissoudre le peuple et d'élire un autre peuple. On en est là. Il faut le savoir. On est dans la dissolution. Demandez les peuples de Klaus Schwab à BlackRock, à Vanguard, parce qu'ils sont, et c'est pas un complot, ça n'a rien de complotiste. Nous, on est là pour rationaliser les gens. Vous êtes 7 milliards de consommateurs, on va faire de vous 7 milliards. Et après, vous pouvez être woke, vous pouvez être burkini, vous pouvez être ce que vous voulez, vous pouvez être genre, vous pouvez être cisgenre, etc. On s'en fout, on aura des produits pour vous. C'est ça le problème. C'est Assa Traoré chez Louboutin, c'est la rappeuse chez L'Oréal. C'est-à-dire, nous, on s'en fout, on veut que vous soyez des consommateurs, et vous êtes 7 milliards de consommateurs, et le reste, l'identité, on s'en fout. Voilà où on en est. C'est pas qu'ils s'en foutent. Ça te fait réagir, oui.
c'est exactement ce qu'on disait la dernière fois. C'est Macron, par exemple, est le représentant de cette école de pensée qui pense que c'est même pas qu'il méprise l'identité, c'est qu'elle n'existe pas. Quand Macron, on disait ça la dernière fois, te prend un village en Bretagne et te met 30% d'immigrés d'un coup, c'est parce que pour lui, les habitus, ça n'existe pas, la culture, ça n'existe pas, l'histoire, ça n'existe pas, la terre, le temps, tout ça, ça n'existe. C'est faisable. Je pense pas que le mec se dit je fais ça pour foutre la guerre civile. Il se dit mais il n'y a pas de problème. Pourquoi il y aurait des problèmes? Mais oui. Parce que les gens qui se sont jamais rencontrés comme ça, fassent 8000 bornes pour être là, il n'y a pas de souci. Et pourquoi où ça devient très grave, pour rebondir je crois qu'il y croit, ça. Oui, sur les nationalismes. C'est pour ça aussi qu'ils sont inopérants, ces retours de nationalisme en Europe. Je prends l'exemple de Mélanie, par exemple. Mélanie... elle vient d'arriver. En même temps. Non, mais Mélanie, c'est complètement un produit du système. En tout cas, elle se fait élire contre le système, etc. Et puis sa première déclaration, c'était regardez, on est ici, le centre droit, elle a dit le soir même. Elle va rester dans l'OTAN, elle va rester dans l'Europe, elle va filer doux, elle va filer droit. Donc, c'est bien ça, c'est un peu comme dans Terminator, vous savez. Le type, là, il est par terre, il est en cristaux liquides, il se recompose. Ben, le système se recompose comme ça. Il prend un peu de néolibéraux, un peu de néo-nationalistes, etc. Je vous rendrai sceptique. Du moment... moi, je regarde les actes, Oui, enfin, les actes, elle n'est pas encore arrivée, on verra bien ce que tu verras qu'elle restera dans l'Europe. C'est possible. Et qu'elle restera dans l'OTAN. C'est possible, mais il y a quand même une immense faille dans cette histoire. Il ne faut pas oublier. Le monde a basculé. C'est le basculement du monde, et c'est pour ça que c'est passionnant. Et c'est pareil depuis 50 ans. Non, en 2 mots, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un... Je dis... Depuis 45, c'est-à-dire pratiquement 80 ans et même plus, il n'y avait pas 1 gramme de pétrole ou un truc de gaz qui ne se négociait pas en dollars. Okay, le dollar, tu ne pouvais pas négocier 1 gramme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est nouveau. Alors, il y a eu la guerre froide, URSS, États-Unis, la fin de l'histoire de M. Fukuyama, le 11 septembre et ce qui s'est passé avec les tours et l'islamisme. Et aujourd'hui, il y a quoi? Il y a les pays qui ne sont plus émergents, qui sont aujourd'hui là. Que ce soit, on peut penser ce qu'on veut de leur régime, mais c'est pas là. Que ce soit la Chine, l'Inde et la Russie. Or, quand on a appris, il y a 1 mois et demi, que l'Arabie Saoudite avait vendu du pétrole en yuan à la Chine, ça change tout. C'est le début de la dédollarisation du monde. Ça va prendre des années, c'est pas demain, c'est pas etc. Ça veut dire qu'il y a un monde qui bascule, et effectivement, et ça c'est terrible, parce que pour l'Amérique, perdre la prééminence absolue et mondiale du dollar est quelque chose D'où aussi très intéressant, l'accord qui est en train d'être promulgué et développé entre les Chinois et les Russes, puisqu'on a poussé les Russes qui étaient européens, qui ont tapé à la porte de l'Europe pendant des années. On les a poussés vers la Chine, et ils ont un système qui est en opposition avec SWIFT, qui est un contre SWIFT, quoi, je veux dire, et qui marche très bien. Bancaire, quoi. Voilà, donc pour toutes les transactions financières. Donc là, c'est vrai que le centre de gravité est en train de se déplacer. Des puissances nationalistes ont émergé, mais ça c'est l'Inde, la Chine, qui sont plus du tout des pays émergents, petit à petit. Hein. Et donc elles sont en train on voit que finalement l'Europe est dépossédée de sa puissance et de son pouvoir, alors que normalement, on a un vieux continent. Parce que cette guerre en Ukraine, il faut voir que les États-Unis investissent massivement depuis le Maïdan et même au-delà, parce que c'était un pivot pour eux dans une stratégie justement de chute de la Russie, fragmentation de la Russie. Même de démembrement. De démembrement, bien sûr. Il faut lire ce rapport du Rand Institute, c'est écrit, qui explique que oui, utiliser les faiblesses internes, mais l'Ukraine était vraiment un des piliers de cette stratégie américaine. Et vous avez tous les leaders de démocrates et autres qui sont passés là-bas faire des discours pendant le Maïdan et après, et puis tous les fils d'oligarques américains, dont le fils Biden, qui ont profité des largesses des entreprises ukrainiennes, largement corrompues, pour ne rien faire. Et donc, cette guerre permet de sauver le dollar. Regardez la chute de l'euro, la chute de toutes les monnaies. Dès que vous avez un moment d'incertitude de cette ampleur-là, le dollar reste une valeur refuge. Donc les États-Unis ont fait, sachant que leur économie est en récession, sachant qu'ils s'étaient
retiré d'Afghanistan, c'était un fiasco total, en laissant tout sur place pour que les talibans puissent utiliser les armes. Globalement, c'était un beau cadeau qu'ils leur ont fait. Et derrière, il fallait trouver le prochain conflit et sauver le dollar, sachant que le Covid a mis à mal l'économie américaine, avec la Chine qui, justement, les années Trump, c'est quand même le moment où les États-Unis prennent l'ampleur du danger chinois. Et ben, résultat... Aucun conflit, hein, tu me confirmes? Non, aucun. Mais par contre, vous avez eu un général iranien qui a été tué chirurgicalement, vous avez eu un rapprochement avec la Corée du Nord. Enfin, Trump mettait des pions justement dans cette lutte contre la Chine. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine, c'est du pain béni. Avec des dirigeants européens totalement alignés sur les faucons de Washington, ça permet de sauver le dollar, de flinguer l'Europe comme une Europe politique et d'assurer une occupation ce qui aux Chinois pose avec la Russie. question, franchement, du masochisme des dirigeants Oui, européens. bah c'est pas du masochisme. Je pense qu'ils Et ne travaillent pas pour des dirigeants. intérêts. C'est sur ce point-là, quand même, je voulais émettre un peu un bémol, parce que la logique du système, je trouve qu'elle trouve vite une limite. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Emmanuel Macron a été réélu. On a cru que le salut viendrait d'un ancien chroniqueur de Laurent Ruquier qui s'appelle Éric Zemmour. Et c'est là où j'ai mis quand même des réserves sur un peu cette servitude volontaire qui s'installe. Mélanie est un des exemples les plus récents. Dans leur triade là, de centre droit, il y a Silvio Berlusconi, qui était quand même le démon absolu il y a encore quelques années. Aujourd'hui, qui ferait potentiellement un deal pour racheter M6 à Bertelsmann avec Xavier Niel. Non, finalement, ça ne va pas se faire, ça. Finalement, ça va pas se faire. Mais il y a eu ce bruit-là, aucun média ne l'a relayé, ne l'a mis en écho. Donc ça, on voit ces manipulations médiatiques et politiques qui sont évidentes. Tous les travaux de Marc Andevelle, d'Ave Lhomme sur l'élection de Macron en 2017. Qu'en 2022 se repasse la même chose avec des mécanismes médiatiques grossiers, notamment au sujet de Marine Le Pen, qui était finalement quasiment l'animatrice de 30 millions d'amis qu'aimait Sécha avant le premier tour, et qui, à l'entre-deux tours, était la nièce par alliance de Goebbels. Je veux dire, c'était grossier. Et pourtant, ça a marché. Mais ça peut durer, c'est ça, c'est le normal problème. que ça marche. Cette servitude Ça peut volontaire, durer, ça peut s'effondrer tout de suite, mais ça peut durer 100 ans. Ça ne durera pas 100 ans. La chute de Rome, c'était la même chose. Hein. Quand on fait un peu d'histoire, il y avait exactement la corruption des élites, la carence de matières premières, l'affaiblissement de la monnaie, de l'autorité et du commerce. Et ça a mis quand même... alors, les historiens se disputent, est-ce qu'il y a une date, etc. Mais ça a mis, allez, mettons, 200 ans avant de s'effondrer. Oui, mais il n'y avait pas la globalisation et il n'y avait pas la rapidité. Et quand je parle d'effondrement, c'est vraiment ce qu'on vit. Enfin, sur ces marges, il ne faut pas être dupe. Déjà, quand on a arrêté l'économie pour un virus, c'était du délire, avec des lois délirantes. On n'était pas assez nombreux à dire, mais c'est quoi ce bordel? On a là fait un test. Là, tu trouves que c'est du délire, mais bien sûr. Les sanctions prises contre les la Russie, sanctions avec contre les la conséquences Russie. que ça en France. En fait, il va y avoir des gens qui vont baisser le chauffage chez eux en se disant « je pense à ce bébé ukrainien sous les bombes ». Il y a des gens qui vont faire ça. Non, il dit « tiens, prends ça, Poutine ». Prends ça, Poutine. Dans sa douce phrase. Il y a quand même... Pardon, je t'en prie. Parce que c'est-à-dire que c'est les mêmes à la manœuvre, avec les mêmes principes d'ingénierie sociale de Nudge, de dire t'as le code rouge, le code vert, le code orange, et t'es gentil ou t'es méchant, t'es du bon côté ou t'es du mauvais côté. Bien expliqué que c'était pour notre bien, qu'il fallait baisser, qu'on avait qu'à y mais gagner. ces sanctions, elles étaient là, encore une fois, 2 balles dans le ventre, après les 4 balles dans la tête du Covid. Donc, je veux dire, le cadavre bouge encore, bon là c'est sûr, c'est mort. Mais ça peut pas, c'est pour ça que je pense pas 100 ans, parce qu'il y a la globalisation, parce que ça va très vite. Tu crois pas que les peuples vont se soulever à un moment donné? Mais non, alors sur les peuples, moi j'ai lâché l'affaire. Enfin, les mecs, ils sont contents d'avoir un code couleur à la télé pour dire qu'il faut couper le chauffage. Ils sont capables de revoter Macron parce que faut voter Macron. Non, mais tant qu'il y aura des castors à la manœuvre, c'est mort. Non, mais il y a quelque chose il y a un réducteur d'incertitude. Ce réducteur d'incertitude, c'est le prix des factures. Parce que là, on est encore dans le narratif, les bébés ukrainiens, il faut baisser le chauffage, moi aussi je vais sauver le monde. Sauf que le jour où les gens verront leurs factures exploser, pourront plus même bouffer parce qu'ils vont baisser, ils vont monter le chauffage, je vois en tout cas que ça inspire beaucoup Ignace, notre dessinateur, mais terrible, je te fais réagir juste encore derrière. Donc un dessin d'Ignace qu'on salue au passage et qu'on peut applaudir. Baisser le chauffage, un acte de guerre, ça va glacer l'armée de Poutine. Et si le froid de l'hiver vous emportez, tout va bien, vous avez le droit à la Légion d'honneur à titre posthume. Ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Macron à fond pour l'éolienne, j'aime tant brasser de l'air. Et enfin, sur cette crise énergétique, après la fermeture des centrales nucléaires, je ne regrette rien, le col roulé, c'est meilleur pour la planète. Hein? Bon, finalement, non mais...
on en rigole, mais finalement, on n'est pas loin de la réalité, finalement. Mais il l'a pas fait. Hein. Non seulement on n'est pas la réalité, mais attendez, le problème aujourd'hui, c'est que la réalité, elle est là, mais on l'a exclue. Le vrai... Non, mais on est soumis. Mais pourquoi on est soumis? C'est parce qu'on a une extraordinaire campagne partout, pas seulement en France, c'est partout. C'est-à-dire que depuis des décennies, peut-être les médias, enfin, on pourrait gloser là-dessus et faire de la philosophie là-dessus, mais ce qui est intéressant... Je baisse, je réduis et je décale. Oui, non, mais ça, c'est je baisse, et puis c'est tout. C'est l'homme déconstruit de Sandrine Rousseau, etc. Je vis avec un homme déconstruit et j'en suis très heureux. Le problème, si vous voulez, c'est qu'au fond, on a exclu la réalité de la maison. On dit le réel, on ne veut pas le connaître. Le réel, il nous emmerde. Le réel, ça va pas. Il est sale, il est désordonné, il est complexe, il est gris. Réel, écoutez, vivez dans la maison, on se débrouille quand même, etc. Et faut jamais oublier que le truc des pouvoirs, la propagande des pouvoirs, le système des pouvoirs, c'est quoi? C'est le management par la peur. Tous les pouvoirs depuis des siècles, c'est comment je veux avoir des moutons. Moi, pouvoir, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? J'ai envie d'avoir, écoutez, ne nous emmerdez pas, on sait mieux que vous ce qui est beau pour vous. Parce que vous avez 4 ans, donc vous savez un peu, mais nous, on sait ce qui est beau. Vous savez qu'ils avaient dit qu'ils avaient demandé, ça a été refusé, de pouvoir avoir les soldes. Tous les comptes bancaires. Oui, bien sûr. Et ça a été refusé. Et là, vous avez Jean-Noël Barrot, ministre de la Transition numérique, qui expliquait qu'un des projets, c'est que les opérateurs puissent éteindre les box à distance. Et si tu veux, mais là, ils ne pourront plus voir le problème extraordinaire, ça a été honnêtement avec l'histoire du Covid. Le truc du Covid, ça a été fabuleux. C'est-à-dire, très sincèrement, si M. Hamon ou Mme Buzyn ou M. Véran, à l'époque il dit, écoutez les Français, la seule chose qui va vous sauver, c'est que vous allez mettre une plume dans le fondement et marcher avec la plume dans le fondement. La moitié des gens seraient marchés avec une plume dans le fondement. C'est clair. Pourquoi? Parce que tu marches très fort quand tu dis aux gens « Attendez, vous allez mourir. Hein. Si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. » Est-ce qu'il y a une étude en double aveugle? C'est Orwell. Non, attends. Parce que s'il n'y a pas eu d'étude en double aveugle sur la plume, moi, je ne suis pas d'accord. Tu verras, tu t'y feras. Non, mais il est là le problème. Le management par la peur. On en rigolerait presque, mais... on en rigolerait presque, mais les gens y vont, les gens y croient. D'ailleurs, pour Bruno Le Maire... Toi, c'est une source d'inspiration incroyable. Fake News, il a dit, il a fait une interview où il a dit, parce qu'on n'arrêtait pas de lui demander où était son col roulé, il a dit « Je m'habille comme je veux ». Donc même ça, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas tenir ce degré de... C'est une source d'inspiration incroyable pour vous, les youtubeurs, on va dire, critiques de l'actualité, parce que finalement... c'est difficile. C'est de la concurrence. Non, c'est de la concurrence, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a plus rien à écrire, ils sont plus drôles que ce qu'on peut en dire. Bruno Le Maire, son nom de famille est une fake news, tout est dit. Quoi. Je veux dire, il est ministre, le gars, donc c'est terminé normalement derrière. Et on ne parle pas assez de l'emploi fictif de sa femme. Ah oui? En plus. Madame Le Maire a eu un emploi fictif à l'époque où ça se faisait. Bon, c'était un truc, voilà, on n'en parlait pas trop. Mais bon, c'est un truc, moi j'aime à le rappeler parce que voilà, il y a cette mémoire politique, ça paraît anodin, mais c'est des gens qui passent leur vie à faire la leçon, à traiter les gens de mauvais citoyens, qui font pas assez d'efforts, mais il faut voir comme ils se gavent en fait. Et ça, c'est insupportable. Même sur les tableaux qui disparaissent, enfin le truc est proprement dingue. Non, mais c'est ça, et à un moment, il y a quand même... C'est vrai, mais ce n'est pas eux qui se gavent. Pardon, qui se gavent vraiment? C'est BlackRock. Et c'est les gens comme ça. C'est les 3 milliards. On va traiter de complotistes. Non, parce que c'est pas ça. Ça marche comme ça. C'est un fait. Il y a un petit Marcel Gribiche qui traîne quand même par-ci par-là, quoi. Enfin, il se met bien, Bruno Le Maire. Il est pas... Non, mais je veux dire que... Attends, le problème, il est que... C'est pas pour défendre Bruno Le Maire. Non, mais... Le vrai problème, c'est que quand j'apprends que M. Bill Gates a acheté la moitié des États-Unis, des territoires des États-Unis, et que les États-Unis ont acheté les 2 tiers des terrains de l'Ukraine. Les 2 tiers des terrains de l'Ukraine sont propriété du milliardaire américain. Par quoi il est où le pays? Et quand nous vendons, nous, Alstom, à General Electric, et quand nous vendons à la découpe toute l'industrie ailleurs, c'est quoi ça? De la haute trahison. C'est ça. Ouais. Allez, on va clore. Dernier mot, et on enchaîne juste derrière. Didier, allez, le mot de la fin te revient. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, oui, ça peut accélérer, ça peut aller plus vite, parce qu'il y a un élément nouveau. Et cet élément nouveau, parce que les politiques, on le sait depuis la Rome antique ou les auteurs grecs, ça a toujours été comme ça, le clientélisme, c'est les Grecs qui l'ont inventé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pour ça que les milliardaires, etc., investissent dans les médias où on boit le bouillon et on perd pas mal d'argent, parce que c'est une influence terrible, parce que comme ça, après, on a la paix. Le pire dans tout ça, ce sont les fabricants d'excuses.
le média au sens médium, c'est-à-dire moyen d'informer. Parce que les politiques, s'ils n'avaient pas les médias complaisants, ils feraient leur show devant leur glace et devant leur famille, et ça s'arrêterait là. Et c'est pour ça que le problème numéro 1, c'est l'indépendance des médias. Les politiques, ils sont finalement dans leur rôle, ce sont des clientélistes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Eh bien, écoute, on aura en tout cas bien reçu le message. On termine ce débat avant d'enchaîner et de continuer à parler de ce conflit en Ukraine et de Vladimir Poutine en particulier. Et juste auparavant, on va faire une petite interview confession avec toi, André Berkoff, avec 2 dessins toujours d'Ignace, Agnès Pannier-Runacher, qui remplace pauvre, entre guillemets, par sobriété subie. L'occasion d'inviter tous les Français à la sobriété volontaire avant que ça ne devienne obligatoire. Voilà, on enchaîne tout de suite. Vous restez surtout avec nous dans Bistro Liberté. Tout de suite, c'est l'interview confession. Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. terredefrance.fr. Allez, l'occasion de resservir un peu de pinard parce que je vois que vos verres sont vides. Hein. Didier, Alexis sont au vin, Rémi est à l'eau. Sobriété non. Ah, il va passer au vin. Tu voulais de l'eau ou du vin? Du vin, bien sûr. Bah, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Un Bien verre d'eau sûr. servi à Monsieur Berkoff, enfin. Ah non, mais vraiment, c'est plus que C'est c'était. l'ébriété non subie. Bon, allez, C'est avant. hallucinant, ça. N'oubliez jamais ce que disait Pierre Dac, je préfère le vin d'ici à l'eau de là. Eh ben, ça tombe bien, justement, parlant de Pierre Dac. Allez, on va aborder tout de suite l'interview confession d'André Berkoff. Quel est votre héros dans la vie réelle? Mon héros dans la vie réelle. C'est À part moi. Quelqu'un, à part, bien sûr. Morio. Morio, mon Toi, tu es le mien. Tu es mon héros de la vie réelle. Tu es mon modèle. Quelqu'un qui est vivant. Comme tu veux, Ou écoute. pas spécialement. Autant peut-être ici un. Ou non, peut-être pas forcément. Non, non. Pas forcément. Pour une Je fois, pense tu qu'il peux sera ne pas pas vivant. te fâcher avec quelqu'un, vas-y. Non, ouais. Dis du bien de quelqu'un. Dans mon héros dans la vie réelle, eh bien, c'est tous les héros qu'il y a eu en France, ceux qui ont du panache. Voilà, j'ai pas un. Moi, le y mot en a que bien j'aime un. dans le vocabulaire français. Alors, ton héros de qui a été journaliste, perdu, tiens. incontestablement Albert Londres. Ou Joseph Kessel, ou des gens comme Lucien Baudard, Pierre Schanderfer, des gens qui sont allés sur le terrain. Tu sais, moi j'ai très bien connu Kessel, qui était un type, je vous raconte ça parce que c'est magnifique, Kessel était quelqu'un qui un jour, Pierre Lazareff, qui lui était un vrai journaliste, un grand patron de presse, qui envoyait ses Patron journalistes de pendant 3 François. mois, patron de François, absolument. Et un jour, il dit à Kessel, écoute, je t'envoie sur le Transsibérien, tu vas nous faire tout le Transsibérien et nous ramener des papiers et tout ça. Et donc, Transsibérien jusqu'en Chine. Donc, il l'envoie. Et il lui envoie des papiers formidables qu'il publie pendant 10 numéros, tout ça. Et puis, on revient. En revenant, il apprend, une rumeur circule dans Paris, que Kessel n'a jamais quitté Meudon, qu'il n'a jamais pris le Transsibérien, qu'il a envoyé les papiers de je ne sais pas où, et alors, Lazareff est vraiment pas bien. Je dis, bah, écoute Joseph, je t'adore, tu sais que j'ai une admiration pour toi, mais enfin là, il y a quelque chose de terrible. On m'a dit que tu n'as jamais pris, alors s'il te plaît, rassure-moi, tu as pris le Transsibérien, tu es allé jusqu'en Chine ou pas? Et Kessel lui dit, mais Pierre, qu'importe, puisque je t'ai fait voyager. Bien. Magnifique. Alors, on me rappelle quand même en régie que la réponse à ce questionnaire, c'est un peu un questionnaire de Proust, ce sont des réponses courtes. Donc merci de répondre aussi brièvement. Deuxième question. D'accord. Quel don de la nature voudriez-vous avoir? Le don d'éternité. Ah, ben voilà, c'était bref, mais très clair. Un bref moment d'éternité. Troisième question. Et si vous étiez un livre? Le voyage au bout de la nuit. Céline. Faut nous dire pourquoi. Parce que je trouve que c'est un des plus grands livres du XXe siècle et que, quel que soit ce qu'on peut penser des écrivains, quand il y a un talent... C'est la distinction entre... Ah, moi je fais la distinction totale L'homme entre et l'homme et l'auteur. l'écrivain, ou la femme et l'écrivain, ça n'a rien à voir. Et quand je pense qu'on vient de donner le prix Nobel à Annie Ernaux, je n'irai pas plus loin. Ce que j'appelle plus dur sera la chute. Voilà. C'est une réponse. Question suivante. Que chantez-vous sous la douche?
sous la douche. Toute la pluie tombe sur moi. Moi, je pensais que tu aurais chanté l'International, je sais pas. Non. Tu chantes pas grand-chose, peut-être, sous la douche. Non, je chante pas sous la douche. J'écoute effectivement des chansons. Non, la chanson que j'adore, moi, c'est vraiment... c'est Douce France. C'est des choses comme ça, tu vois, des vieilles chansons à Paris et compagnie. Voilà. Question suivante. Avec qui aimeriez-vous dîner? T'as dîné avec tout le monde. Avec quasiment. une fille intelligente, belle, sympa, et avec qui je pourrais passer, allez, une semaine fabuleuse. Greg? Ouais, j'ai eu envie. Qu'est-ce qui te fait dire Qu'est-ce qui te fait dire que tu te souviens sur le plateau? Moi, je peux être ce que tu veux, parce que tout à l'heure, il y a les chats d'André Berkoff. De toute façon, c'est toi le patron. C'est ça. Question suivante. Que détestez-vous par-dessus tout? Koff, je ne souhaite à personne. L'hypocrisie, je dirais les faux culs, je dirais surtout les gens qui n'ont pas de cohérence en ce qu'ils disent et ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils disent « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Ça, c'est quelque chose que je supporte très, très, très mal. Ton dernier coup de gueule, là, c'est une petite question en plus, en bonus que je pose. T'en as souvenir parce que c'est vrai que tu t'es un peu sanguin quand même. Oui, enfin j'ai eu oui, les coups de gueule, c'est pas ça. C'est des gens, tu sais, qui... T'en rajoutes pas un peu? L'hypocrisie. Non, pas du tout. On l'interview confession. Quand un jour j'étais, pour ne pas le citer, chez Hanouna, par exemple, j'étais dire que chez Hanouna, il y a, je ne le citerai pas, un des protagonistes et chroniqueurs de Hanouna. Ah si, c'était Verdès, non? Oui, enfin bon, c'est pas la peine aussi. C'est moi qui décide. Non, mais allez, je vais être aussi vulgaire. On peut être vulgaire à Bistro Liberté. On peut être français. Je vais citer une phrase d'Audiard. Et pas de moi, les d'Audiard. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Il a dit parler avec un con et essayer de le convaincre, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Ça tombe bien avec la dernière question. Et pour cette dernière question, dites-nous, quel est votre rêve de bonheur? J'ai pas de râpe à fromage, je suis désolé. Non. La devise, et je me prends pas du tout pour Casanova, mais j'adorais la devise de Casanova, c'était une belle femme, une bonne table et une bonne bibliothèque. J'ai redouté le pire. Merci André Berkoff. On se retrouve tout de suite pour le deuxième et second même, puisque c'est le dernier débat de la soirée dans Bistro Liberté. Poutine, face aux valeurs de l'Occident, un renversement total de perspective entre un Occident perçu comme décadent et qualifié d'empire du mensonge, et une Russie accusée d'être antilibérale, conservatrice, voire réactionnaire. Voilà, Bistro Liberté, toujours avec Didier Maisto, Alexis Poulain, Rémi Watremez, Greg Tabibian et bien sûr, on ne le présente plus, le grand, l'immense André Berkoff. On peut l'applaudir. André, petite parenthèse, ça doit te faire plaisir quand même ce soutien, j'ai envie de dire populaire, parce que tout le monde te crache dessus au milieu des médias. Non, tout le monde ne me crache pas. Non, mais dans les médias, tu es le diable. Non, il bave de jalousie. C'est tout à fait autre chose. C'est vrai. C'est une autre expression. En tout cas, tu cartonnes, puisque chacune de tes interviews chaque matin sur YouTube, c'est plusieurs centaines de milliers de vues, c'est colossal. Alors, second débat à présent, donc on l'a vu, débat hautement sensible, donc dédié à l'analyse des conséquences de la guerre, bien sûr, en Ukraine. Mais je souhaiterais qu'on s'intéresse à présent au débat sur les valeurs, entre guillemets. On a beaucoup entendu parler des valeurs de la République à l'époque de la lutte contre le terrorisme et du combat contre, entre guillemets, là encore, l'extrême droite. On entend maintenant beaucoup parler des valeurs de l'Europe, là aussi, entre guillemets, de la démocratie, des droits
droits de l'homme, de la liberté, j'en passe. À l'opposé, Vladimir Poutine, mais aussi Xi Jinping et d'autres, expliquent depuis plusieurs années déjà que l'Occident s'est détaché de toutes ses valeurs traditionnelles pour entrer dans une ère, je cite, de décadence, de laideur et de mensonge. Alors je vous propose un peu de préciser ces débats ce soir pour qu'on essaye d'y voir plus clair. Alors la première question, je vais la poser encore à André, et qui permettra de planter le décor. Elle est assez simple. Qui est aujourd'hui le meilleur défenseur des valeurs de l'Occident, André Berkoff? Alors d'abord, peut-être on pourrait se rappeler ce que sont les valeurs de l'Occident. Quand même, parce que c'est très bien de parler des valeurs de l'Occident. Or, l'Occident, encore une fois, on en a un peu parlé avec l'Europe. C'est quand même, l'Occident, c'est quand même lui qui a peut-être fait dans l'esclavage, mais aboli l'esclavage. C'est quand même l'humanisme, encore une fois, les Grecs, les Romains, la Magna Carta et les Américains avec le premier amendement à la liberté d'expression, etc. On peut dire les valeurs de l'Occident, c'est vrai, liberté, démocratie, prospérité. Alors le capitalisme libéral qu'on pourrait présenter comme une valeur, alors là, ça se discute vraiment. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de cassure, et cette cassure, elle ne date pas d'hier, elle date de décennies, où effectivement, l'Occident s'est mis à trahir ses propres valeurs. D'abord, les valeurs de l'Occident, il faut se dire, elles se sont fracassées dans les guerres mondiales, où on disait comment cette Europe, qui a l'humanisme, la patrie de Goethe et de Schiller, et qui devient la patrie de Hitler et de Goebbels. Bon, la patrie de Dante Alighieri qui devient la patrie de Mussolini, la patrie de Dostoïevski et de Tolstoï qui devient la patrie de Staline. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça a beaucoup, je crois, fait que, au fond, les valeurs ne sont maintenues que par ceux qui se battent pour elles. Vous savez, la démocratie est très faible. Je veux dire par là qu'elle est fragile, et que si vous ne tenez pas, si vous ne vous battez pas, mais chacun d'entre nous pour ça, à un moment donné, je dirais, le plafond de verre peut se briser, et on voit très bien ce que ça donne. Et juste un exemple, on va arrêter là, c'est que quand on dit aux gens, regardez, par exemple, c'est terrible, ces guerres, etc., c'est vrai, mais regardez ce qui s'est passé avec la guerre en Irak. La guerre en Irak, fondée sur une fake news montrée, vous vous rappelez, où Colin Powell montrait, il dit voilà, armes de destruction massive, etc. Des centaines de milliers de morts, des milliards de dollars, etc. Pour rien. Enfin, pour rien. Je ne parle pas de la guerre en Libye. Quand l'Occident se met à effectivement embrasser ce genre de guerre, ce genre de valeurs. Et puis, excusez-moi, regardez aujourd'hui, je veux dire, c'est intéressant. On va acheter en grande pompe du pétrole chez Azerbaïdjan qui se conduit avec l'Arménie de manière, on ne peut pas dire très civilisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, quand vous trahissez vos propres valeurs, ou soi-disant les valeurs que vous affichez, il y a un véritable problème. Comment voulez-vous qu'on vous croie? Donc les gens ont beau jeu de dire, y compris les dictatures, mais regardez vous-même, vous n'observez pas, vous ne respectez pas. Et c'est quoi les valeurs de la République, les valeurs de l'Europe? Est-ce que ça peut se résumer, comme Vladimir Poutine le dit, à un préchat progressiste, pro-islam, pro-LGBT, pro-minorité, etc. Là, c'est pas un peu une caricature Écoutez, moi je suis extrêmement frappé que Poutine a adopté le discours de Ludivine de la Rochère. Ben oui, Poutine a parlé comme les gens de la Manif pour tous. Non, on dit diffamation. Mais non. Quand il parle, je parle le chapitre où il parle de parent 1, parent 2. Quand il dit comment les Occidentaux peuvent accepter le LGBT, qu'il n'y a pas de genre, que les enfants puissent... Attendez, mais vous et moi, on est là à 5-6 ans, changer de genre, alors que ce n'est pas à cet âge qu'on commence à réfléchir sur le fait que j'ai envie d'être une petite fille, un petit garçon, et qu'on l'accepte, y compris en France, il faut le savoir, des instituts pouvaient aller, sans le consentement de vos parents, changer de genre, et faire des opérations là-dessus. Bon, là-dessus, Poutine, en bon politicard, s'adresse aux Occidentaux, s'adresse à une frange des Occidentaux qui n'ont pas du tout envie d'entendre ça. L'autre côté, c'est l'autocratie, bien sûr. Bien sûr que c'est un autocrate. Bien sûr que c'est un tsar de Russie, etc. Il y a aucun problème. Le problème, si vous voulez, c'est de savoir si l'adage qui dit la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours, est-ce que c'est ça ou pas? Et on peut aujourd'hui se poser la question.
Rémi, de Juste Milieu. Alors, il y a deux niveaux qui m'intéressent. Avant toute chose, c'est un peu comme dans les avions, il y a les indications avant le décollage. C'est pas parce que je vais faire une comparaison Emmanuel Macron-Poutine que je soutiens Poutine ou Macron, qu'on se met d'accord, mais c'est quand même important de le rappeler parce qu'apparemment c'est plus aussi évident qu'avant. Le premier niveau, c'est que on critique énormément Vladimir Poutine, notamment sur la mise en scène du pouvoir, sur la mise en scène de l'homme qu'il est, quand il est sur les ours, sur je sais pas quoi, à la pêche, torse nu. Sauf erreur, c'est pas Vladimir Poutine qui a un parti politique dont les deux premières lettres sont celles de son prénom et de son nom. C'est Emmanuel Macron, En Marche à l'époque. C'est aussi Vladimir Poutine, mais c'est aussi Emmanuel Macron qui ne peut pas s'empêcher, quand il visite un corps d'armée notamment, d'enfiler un casque. Entre autres, mise en scène comme ça, ou une combinaison d'aviateur. Alors qu'il n'a pas fait son service militaire. Voilà, entre autres, mise en scène comme ça du pouvoir. Donc on a finalement des relais qui sont assez simples, qui étaient ceux qui étaient théorisés par Gabriele D'Annunzio, qui est un peu celui qui a fondé les piliers du fascisme. Et si on reprend ça de manière très scolaire et très froide, la mise en scène du pouvoir d'Emmanuel Macron n'est pas très différente. C'est Raphaël Liorca qui l'a décrit dans un bouquin qui s'appelle La marque Macron, un bouquin formidable où il analyse un petit peu tout ça. Ensuite, le deuxième niveau, sur l'aspect des valeurs, entre, on va dire, l'Occident, alors là encore on pourrait définir ce qu'on met dans l'Occident ou pas, mais ça nous amènerait trop loin. Si on considère que l'Occident c'est tout sauf la Russie, d'une certaine manière je vois pas de différence, dans la mesure où ce combat... Tu veux dire qu'Emmanuel Macron n'est pas légitime à émettre des critiques sur les valeurs... Je dis que si on met les choses sur la table, et qu'on enlève les noms, un peu comme un jeu qu'on ferait aux enfants, on ne sait pas qui est qui. Est-ce qu'il a une moustache? Est-ce qu'il a les cheveux longs? On ne sait pas. Et le deuxième niveau, c'est sur la question de l'identité, où effectivement on parle le mouvement woke aujourd'hui, le mouvement LGBT, tout ça. Mais là encore, la mécanique est la même. C'est comment on peut enlever aux citoyens ce qu'il a de plus précieux, à savoir son identité. Du côté russe, ça va être par des traditions, par une histoire, par une appartenance à une religion, à des cultes, à des traditions. Chez nous, aujourd'hui, ça va être, on va enlever l'identité par la consommation, par le fait de dire, finalement, un sexe, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez malléable. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête. Donc, je suis ficus, je suis saphir. Après tout, tout est ouvert. On peut modeler comme ça le réel en disant ce que vous avez dans le slibard ne compte pas vraiment. Finalement, c'est ce que vous avez dans la tête. L'idée s'arrête si on demande aux gens d'ouvrir le portefeuille. Si on leur explique que 1 euro, c'est 1000 euros, comme un zizi, c'est pas un zizi. Là, là se brise en fait le mythe. Et cette question d'une identité noyée dans des récits différents, c'est un même combat. Et c'est là où ces questions de valeur me semblent très intéressantes, mais il faut mettre tout ça sur la table. On est sur un pied d'égalité, malheureusement. Greg Tabibian, le LGBTisme, le féminisme, l'antiracisme, est-ce qu'ils ont pris trop de place dans nos sociétés, selon vous? Non, ils n'ont pas pris trop de place dans nos sociétés. C'est juste qu'on en fait l'alpha et l'oméga de tout ce qui nous définit nous-mêmes. Et qu'on a oublié qu'on avait d'autres valeurs qui me semblent au moins tout aussi importantes et surtout moins contemporaines. Lesquelles, par exemple ? L'individualisme, l'humanisme, le libéralisme au sens philosophique, que nous sommes en train d'oublier. On a vécu longtemps, je crois, dans un mythe qui était que la chute du mur, je parle du mur de Berlin, c'était la consécration de la victoire des individus sur le totalitarisme et sur l'État, alors qu'en fait c'était exactement l'inverse. C'était la victoire définitive des superstructures sur les individus. Et qu'on a radicalement changé notre conception de la société, parce que nous on n'a pas une conception de l'État à la chinoise, ou même à la russe d'ailleurs, on voit l'État comme un outil au service des individus. Et aujourd'hui, c'est l'individu qui est un outil au service de l'État. Et cette conception très asiatique, par exemple, du rôle du citoyen, de la collectivité absolue, radicale, totalitaire, eh bien, elle est acceptée par la population aujourd'hui. Nous sommes, à grands coups de slogans publicitaires, nous sommes tous, voilà, soyons solidaires, soyons citoyens, nous sommes petits maillons d'une grande chaîne. Nous ne sommes pas les petits maillons d'une grande chaîne, nous sommes des individus. Nous avons construit notre philosophie moderne sur cette notion-là. Et je crois qu'on est vraiment en train de perdre ça. On est dans une sorte de délire collectif et aussi d'aveuglement historique, parce que, bon, alors là, c'est un narratif particulier qui, en ce moment, Poutine est le méchant, nous sommes les gentils. Rien n'est discutable. Poutine est l'unique et seul agresseur, l'unique et seul responsable. Ce n'est pas remettable en cause. Et aujourd'hui, c'est assez dingue de voir que tu as le moindre débunker qui te saute dessus quand tu lui dis que la responsabilité peut être partagée. Mais la nuance, c'est peut-être ça le... Mais la nuance, pourtant, elle est visible dans n'importe quel livre d'histoire, puisqu'on s'amuse à comparer Poutine à Hitler. Quand j'ouvre n'importe quel manuel d'histoire, on m'explique que Hitler est l'agresseur qui lance la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand je regarde le chapitre 2, on m'explique bien que sans
la bêtise du traité de Versailles et de la diplomatie occidentale pendant l'entre-deux-guerres, il n'y a pas Hitler. Pourquoi ça ne marche pas avec Poutine? Oui, Poutine est l'agresseur, mais sans la politique d'agression diplomatique des États-Unis et de leurs alliés depuis un certain nombre d'années, il n'y a peut-être pas ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, il y a un gentil, il y a un méchant. C'est pas dire que Poutine n'est pas le méchant, n'est pas l'agresseur. Bien sûr qu'il sera le méchant de votre narratif. Mais j'espère que nos livres d'histoire seront un peu plus nuancés, parce que si Fernand Nathan peut m'expliquer que les choses sont plus complexes, j'aimerais quand même que BFM le fasse, parce que j'ai 40 ans, j'en ai pas 12. André, tu partages ce point de vue? Alors, c'est compliqué. Oui, je partage en partie ce point de vue. Maintenant, il faut quand même reconnaître qu'on ne peut pas mettre sur le même plan ce qu'on vit en France ou en Amérique ou ailleurs, avec avec ce qu'on peut vivre en Russie ou ailleurs. Quand même, vous savez très 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 bien, et je ne parle pas de certains pays du Moyen-Orient, etc., vous savez très bien qu'il y a des pays où une discussion comme la nôtre serait impossible. Il ne faut pas oublier ça. C'est qu'il y a encore la moitié des pays du monde où la bistro-liberté, ça n'existerait pas. Et je ne suis pas sûr qu'en Russie, je ne sais pas, je ne veux pas parler de la Russie, je ne connais pas assez, est-ce qu'un bistro-liberté où on dirait sur Macron ce qu'on dit sur Poutine, aujourd'hui, serait possible? Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas à l'heure où, à 6 h du matin, la police viendra frapper à votre porte pour vous emmener. Donc, je dis pas... Ça dépend pour qui. Ça dépend pour arrivé qui. à certains gilets jaunes. C'est arrivé à certains gilets jaunes. Oui, mais ce n'est pas du tout sur le même plan et sur le même, je veux dire, sur la même échelle. Cela dit, je reviens et je vous rejoins sur une seule chose. Enfin, une seule chose, plusieurs choses, mais notamment, effectivement, il y a ce travail qui est aussi pernicieux, aussi terrifiant, de ce que j'appelle la fabrique du consentement. C'est vrai, la servitude volontaire. C'est vrai qu'il y a toute une littérature, tous les médias, qui travaillent à la servitude volontaire. Et c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est vrai. Sauf que nous, encore, on peut être peut-être les grains de sable qui peuvent peut-être enrayer la machine. Peut-être, je dis bien. Mais par exemple, alors pour prendre un exemple, moi, si vous voulez, la Chine avec son crédit social, la Chine avec ce qui se passe actuellement en Chine, pardon, mais c'est totalement autre chose. Et si nous arrivons, et il y a des gens qui pensent à arriver au crédit social, les bons points, les mauvais points à la chinoise, ça pour moi, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. C'est totalement autre chose, mais pendant le Covid, au jeu des 7 différences, c'était pas visible. Hein. Ça dépend aussi, c'est circonstanciel, parce que en période Covid, la France, en période exceptionnelle, n'hésite pas à se comporter comme les dictatures. Sauf qu'à chaque fois qu'on a une période exceptionnelle, on met une loi d'état d'urgence sanitaire, sécuritaire, machin, dans le droit commun. Donc finalement, comme disait Carl Schmitt, l'exception devient le droit, et donc du coup, on vit en perpétuelle dictature potentielle. C'est clair. Mais enfin, il faut quand même faire la différence. Ou les donneurs de bonnes leçons de morale, là, sur la Coupe du Monde de foot au Qatar, c'est silence radio. Hein. Non, mais je vais vous dire, il y a ça et la caricature. La caricature absolue pour moi, et ça vraiment, j'ai trouvé ça obscène, c'est alors que les Iraniennes se font tabasser, violer, tuer parce qu'ils enlèvent le voile, le showbiz se coupe une mèche de cheveux. Ouais. Ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Ça, franchement, c'est même plus une caricature, quoi. C'est honteux. Non, mais c'est pas possible. C'est Sandrine Rousseau qui est allée aux manifs des nanas iraniennes et qui se les fait foutre dehors à huer. Oui, exactement. Et à juste titre. Elle n'a pas compris pourquoi. Alexis, je te voyais réagir. Alors, je réagissais sur autre chose, sur le moment... Enfin, ramenez du vin, André Bertrand. Sur les valeurs occidentales. Sur les valeurs occidentales, parce que c'est le débat là-dessus, finalement. Qu'est-ce que c'est que les valeurs occidentales? Et c'est quelque chose d'assez malléable, d'assez plastique, finalement. On se dit, il y a plusieurs valeurs occidentales. Il y a même des strates de valeurs occidentales. Et le problème, je pense, c'est le tapis qu'ont fait les États-Unis avec cette entreprise de propagande massive qu'est Hollywood, de préempter la valeur occidentale absolue, c'est-à-dire la liberté telle qu'elle est présentée. Et voilà, l'imposer. Toutes les guerres américaines sont faites au nom des valeurs démocratiques, de la libération des peuples, du bien-être des populations, même si le prix à payer, c'est le meurtre de 500 000 enfants en Irak, hein, ce que disait très bien Madeleine Albright, paix à son âme, ou pas. Mais c'est vraiment cette question des valeurs... La France aussi, hein. Mais la France aussi. Regardez l'histoire de la colonisation, c'est proprement scandaleux. Et si on veut pousser la question de ces valeurs-là, ce qui arrive avec cette guerre en Ukraine et ce qui est dans le cerveau de Poutine et dans certains stratèges du côté russe, c'est sortir de cette matrice-là, c'est-à-dire dire la Russie est en train de devenir ça. On a des McDo, on a des KFC, on a des Starbucks, on a tout ça qui arrive et c'est insidieux, mais in fine, c'est ça qui va arriver, c'est-à-dire que c'est la destruction de certaines valeurs qu'on veut protéger.
Ça, c'est du côté stratège. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner comme ça. Après, quelle est l'aspiration des peuples? Est-ce qu'on veut bouffer du McDo et changer de sexe le lundi et le mardi? Ou est-ce qu'on veut bouffer un bon barbecue et rester ce qu'on est parce qu'on aime ce qu'on est? Les deux mon général. Non, mais les deux mon général, parce que non, mais c'est-à-dire la force de nos démocraties défaillantes, c'est encore le respect, c'est-à-dire le choix d'être qui on veut. L'individualisme est préservé, mais il est poussé à l'extrême parce que c'est l'anomie. C'est quand vous poussez l'individualisme à son extrême, c'est l'explosion de la cohésion sociale. Et aujourd'hui, on a la grève dans les raffineries. Pourquoi? Parce que, alors certes, ils sont bien payés selon la direction de Total, mais le patron de Total, Patrick Pouyanné, s'augmente de 52% d'un claquement de doigts. Pour un ouvrier, il faut faire la grève, il faut se battre, il faut avoir cet outil-là qui est la grève pour pouvoir un peu voir son salaire augmenter. Donc le contrat social, quand il est aussi injuste, quand il est à ce point-là hérité d'un ancien régime, et là on peut parler de la révolution de 89, les valeurs libérales, etc., on se l'écarte, hein, il y a une caste avec droit de cuissage, avec ce que tu veux, et derrière, il y a ceux qui ferment leur gueule. Droit de cuissage, je parle de ça parce que Laurent Bigorne, par exemple, qui est le patron d'une fondation proche de la Macronie, l'enquête l'Institut Montaigne, l'enquête a été étouffée, il droguait quand même sa collaboratrice, qu'il connaissait par ailleurs de famille, pour pouvoir s'amuser avec elle. Et tout ça a été totalement passé sous silence, tout comme sa consommation excessive de cocaïne. Mais c'est ça qui maintenant, ça l'est plus. Ben non, mais si un peu quand même. C'est pour ça que j'en parle ici à Bistrot de Liberté, parce que n'attendez pas de BFM qu'ils en fassent un titre ou même un débat. Mais ça dit une chose, ça dit que je veux bien qu'on parle de valeurs à tire-larigot, mais ce qu'on a en face de nous, c'est l'Ancien Régime, et c'est d'une violence sans nom, une violence sociale sans nom. Et donc, c'est même pire que l'Ancien Régime, puisque le droit de cuissage n'existait pas dans l'Ancien Régime, c'est un mythe historique. Oui, enfin, ça dépend. Il y avait quelques seigneurs locaux qui se plaignaient pas. Il n'y avait pas de légalisation du droit de cuissage. Non, mais c'était empirique. Ça dépend. On va essayer de revenir à notre époque. Mais à notre époque, la question des valeurs, évidemment, elle est donc complexe et multiple, parce que vous avez d'un côté un individualisme exacerbé qui sert des intérêts économiques et politiques, et de l'autre côté, vous avez toute une masse avec cette idée du gouvernement par la peur, mais qui est devenue intelligent, puisqu'on ne fait pas peur, en fait. On fait plaisir avec la peur, c'est le nudge, c'est l'idée de dire vous êtes bon. On fait peur. Ah oui et non, parce que finalement, tout le monde a compris au bout d'un moment qu'en mettant un masque en papier, alors les masques en papier reviennent, là, parce que c'est la 8e vague, ouais, mais bon, moins qu'avant quand même. Et il y a un côté se faire plaisir aussi, à se faire museler. Il ne faut pas oublier que ce côté de la servitude volontaire, elle est importante. Je veux le retour du masque parce que je veux voir les mecs faire tout en même temps, c'est-à-dire baisser le chauffage pour niquer Poutine, en mettant le masque, en se checkant les coudes, en étant salubre responsable, en faisant des économies. Je veux les voir mélanger tous les trucs en même temps. Avec un pins de l'Ukraine. Avec un pins de l'Ukraine. Mais ça existe, 3 trucs vaccinés. Tu vas chez les jeunes avec Macron, c'est ça tous les vendredis soirs. Hein. Bon, non, mais tout ça, mais ça bouloche. Didier, il remettra son masque, on lui demande. Moi, j'ai pas trop respecté ni le confinement, ni rien du tout. J'ai pris un certain nombre de PV. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait... vous avez pris des PV? Oui, oui. J'avais pas mis le masque assez vite. J'étais dans la rue, j'attendais un taxi. J'étais avec Jérôme Carviel, pour ne pas le nommer. À Boulogne, les policiers sont arrivés, ils ont fait un premier tour, un deuxième tour. Ils nous ont verbalisé parce qu'on n'avait pas remis le masque assez vite, on était seuls dans la rue. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, non, mais ce qui est intéressant, aussi. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant, même dans l'étymologie, c'est que l'Occident, quand on met l'Occident, est-il décadent, quoi. C'est intéressant parce qu'oxydérer en latin, c'est tomber. Décadent, c'est décadérer, c'est tomber aussi. Donc c'est une double occurrence en quelque sorte. C'est l'Occident qui tombe, quoi. C'est le monde qui tombe. Bon, je referme la parenthèse. C'est toujours intéressant l'étymologie parce que elle fixe une vision du monde. Et cette vision du monde, où c'est très grave, et je rebondis sur Hollywood justement. On a été biberonnés, nous intoxiqués, même d'une certaine manière, à la culture américaine. La culture américaine, le bon cow-boy, le héros, voire le super-héros, qui à la fin va sauver la femme, l'enfant, le monde aussi, avec les violons et l'hélicoptère, sous la pluie en général, avec les muscles saillants. Puis il y a toujours le bon petit laissé pour compte qui est là et qui sourit, quand même l'Amérique. Bon voilà. Alain Biden, c'est pas Rambo. Hein. Non mais on a... Parce que le narratif a changé. C'est très compliqué. Attends, Stallone dans donc 20 ans, Hollywood a servi à ça pendant 50 ans. Hollywood en perte de vitesse, qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? C'est pour ça que tout combat est d'abord culturel. Ils ont fait les réseaux sociaux, ils ont fait les GAFAM, qui sont, bien sûr, un outil, mais qui sont aussi une vision du monde. Quand vous faites une recherche, non, mais même s'il n'y a pas de censure, allez par les moteurs de recherche, par ce qui est privilégié, par la simple vision du monde, par la langue, hein, comme disaient les Italiens,
traduttore, traditore, traducteur, traître. C'est une vision du monde. Donc si vous, comme ça, vous diminuez, s'il n'y a plus de pluralisme, qu'il n'y a qu'une seule vision du monde, que cette vision du monde, elle est hégémonique, elle est américaine, bah, quand on parle des Russes, qu'est-ce que c'est dans tous les films? Vous avez le Russe, c'est un espion, il roule en Lada. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas allés à Moscou, parce que Moscou, c'est New York aujourd'hui. Hein. Quand vous allez au centre de Moscou, c'est la défense puissance 10, hein, puissance 100. Et les McDo et compagnie. Et les McDo et compagnie. Et les jeunes moscovites, peut-être ça aussi contre quoi ils luttent, n'ont plus de carte bleue, c'est le truc à la mode, ils payent avec la rétine. Hein. Donc on les scanne, tac, ils payent leur consommation le soir quand ils y a envoient. peut-être une aiguille sous l'œil. Non, non, il n'y a pas d'aiguille et ça marche très bien. Donc, pour revenir sur les valeurs, c'est toujours pareil, c'est de la coupe aux lèvres, c'est le relatif et l'absolu. Les idées, tout le monde en a, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et si à un moment, les idées, elles ne sont pas incarnées, et quand on voit aujourd'hui l'aboutissement de ça, c'est les partis politiques en France, dès qu'il leur arrive un accident et qu'ils ont mis en avant un certain nombre de principes. Les principes, c'est quoi? C'est dire, moi, je suis trop faible, simple être humain. Je mets des principes sur les frontons de mes mairies ou dans ma constitution. Pardon, pour revenir aux critiques de Poutine sur les valeurs de l'Occident. Alors justement, j'aimerais que vous répondiez. C'est intéressant de faire ce retour en arrière. Sur les valeurs de l'Occident, il appuie où ça fait mal. Clairement, c'est une belle leçon de réel politique. Il dit, mais vous avez envie d'être comme ça? Vous avez envie de ne pas avoir de parents? Vous avez envie d'être décadent? Et donc, il appuie où ça fait mal, en flattant, c'est vrai, le traditionnalisme, le nationalisme, ou l'identité, mais simplement... Non, mais je ne dis pas qu'il y arrivera. Je dis, est-ce qu'il a raison? Je ne sais pas s'il a raison ou s'il a tort. En tout cas... Je sais qu'il appuie où ça fait mal et que, évidemment, ce discours atteint d'une certaine manière, sans mauvais jeu de mots, Trump sa cible. Aurait peut-être pas réagi comme ça, André Berkoff, en parlant de ce wokisme. Non, et très sincèrement, je veux dire, d'abord, alors moi je vais vous choquer un peu, mais ça fait rien. Moi, il y a 6 mois, j'avais tweeté que les 2 personnes qui défendent l'Occident aujourd'hui, c'est Trump et Poutine. Et ça avait provoqué, je le dis, je le pense, et je le pense aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout ça... Là, vous savez que vous allez choquer. Hein. Mais je m'en fous. Le problème, c'est là, on peut parler, on peut mettre un petit drapeau Ukraine là dans l'image. Je veux dire, le problème, il est très simple. C'est que nous, on est en train, regardez, on ne jette pas le bébé Occident avec l'eau du bain. Nous, on est là, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on est devenu, l'Occident, machin, l'individualisme, tout ça, etc., etc. Bon, on peut en discuter pendant des heures, on fera des amphithéâtres, tout ce que vous voulez. Le problème, on sait très très bien que la société de consommation, depuis toujours, a engendré des Playmobil qui sont là en leur disant on va là ou là ou là. Mais vous avez toujours des gens qui vont se révolter. Vous avez toujours des gens qui vont dire on n'est pas d'accord. Vous avez toujours des gens qui vont dire c'est Antigone et Créon. On n'est pas d'accord, on va se révolter contre ça. Et c'est aujourd'hui, demain et après-demain que vous aurez une minorité agissante qui va se révolter. Il faut arrêter de croire que c'est le cours de l'histoire. Et nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. On est en train de révolter. Vous savez qu'on est on est en train de parler comme des espèces de EHPAD de Rivotril. Voilà. On est les pas de Rivotril. On est là, l'Occident, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va devenir et tout ça? Bullshit. Pardon. Tant que vous aurez des gens qui diront on va bouger, on va résister, on va pas se laisser avoir, même si c'est une minorité agissante, eh ben ça va bouger. L'histoire n'est pas écrite. Et n'oubliez jamais ce que disait Alphonse Allais, les poubelles sont remplies de tendances prolongées. Il n'y a pas de tendance prolongée. Voilà. Alexis Poulain. Mais on dit pas. Moi, je suis contre cette idée que l'Occident est décadent, parce qu'on entend ça depuis 100 ans. La décadence de l'Occident, oui, c'est un fait, mais enfin, il n'y a pas une société qui ne va pas vers sa fin. C'est un principe, mais ça ne veut pas dire que la fin, c'est pas la fin, en fait. C'est un recommencement. Vous avez toujours des germes qui vont faire autre chose. Le nombre de civilisations qui se sont éteintes n'ont pas fait que l'humanité s'est éteinte. Donc, si la civilisation européenne trouve sa fin dans la civilisation américaine, il y aura quelque chose encore après. Et les États-Unis proviennent de l'Europe. C'est une migration massive qui a fait les États-Unis. Donc tout ça, voilà. L'humain, c'est juste une matière qui se reconstruit culturellement, intellectuellement, même les religions, qui sont un sacrétisme qui s'emboîte. Enfin, on est d'accord, j'aimerais tous là-dessus faire quand même un petit point d'accord quand même. On est tous d'accord pour dire quand même que le régime poutinien est une dictature. Non, moi je suis pas d'accord. Non, c'est un régime autoritaire.
Mais vous avez des contre-pouvoirs, vous avez une assemblée, vous avez des élections, une dictature, c'est très différent. Alors vous avez des opposants qui sont en prison, d'accord, Navalny et plein d'autres, des opposants politiques. Il n'y a pas beaucoup d'opposition politique dans ce pays. Il y en a qui existent, qui est structuré, qui a évidemment pas voix au chapitre, mais regardez, prenez un plateau de BFM, vous croyez qu'il y a beaucoup d'opposition politique sur un plateau de BFM ? Ben non. Donc oui, c'est un régime autoritaire, dans le sens où vous avez quelqu'un qui est au pouvoir depuis des années et qui a fait en sorte de mettre à tous les postes clés des gens qui lui sont inféodés, mais que fait Macron ? Il a que 5 ans derrière lui. C'est un piou-piou, hein. Mais laissez-lui 20 ans. Et vous verrez jusqu'à comparer Macron à Poutine mais complètement. C'est ce que disait Greg. Dans sa pratique du pouvoir, il y a un article sur Le Monde Moderne qui s'appelle Tous Poutiniens, qu'on a écrit il y a de ça quelques années, en 2018, où on voit bien que la tendance, c'est de vouloir, il y a une jalousie par rapport à ce qu'a fait Poutine. Attention, et de dire, quand même. pourquoi on ne pourrait pas l'être nous aussi ? Et regardez ce qu'a fait Macron avec l'état d'exception. Il a placé pareil tous les têtes de pont dans tous les secteurs possibles et imaginables. Le saccage de la PJ actuelle, police judiciaire. Enfin, il s'est attaqué à la justice, à la police. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ? Il a mis à la tête de l'État des gens corrompus mis en examen. En disant qu'ils étaient tous contre lui et malgré tout, il avait été réélu, que vous ne compreniez pas comment il avait été Je ne comprends pas comment il est... Non, je ne comprends pas. Le mec, il te dit dans quelle position tu dois boire ton café ? Quoi? Non, ça c'était Jean Castex. Non mais tu oui, non mais moi je veux bien reconnaître totalement que Vladimir Poutine est un dictateur, mais si Macron l'est aussi. Attention quand même. C'est là où la deuxième partie de l'analyse, alors, elle déconne. un petit bémol, et c'est quand même Didier Maistreau qui le fait. Non, là-dessus, 11 morts. 11 morts. 32 éborgnés. Ah oui, c'était ironique ce que vous êtes en train de... Pourquoi vous dites ça? Non, mais vous... Laissez-moi finir. Ouais, 28 mains, 5 mains arrachées. 600 personnes avec des blessures graves à la tête. Des milliers de personnes en prison. Comparution immédiate. Comparution immédiate parce qu'ils avaient un t-shirt. Un t-shirt. Avec la mise en place dans le droit de ce qu'on appelle l'arrestation préventive. Avec des gardes à vue. Depuis les Gilets jaunes, l'arrestation préventive en France existe. Des gardes à vue où les gens étaient en garde à vue pendant le temps des manifs, où ils étaient relâchés sans même un rappel à la loi. Bon, alors, comparaison n'est pas raison. Certes, on n'a pas. Ce que j'allais vous dire, vous comparez certes, on n'a pas envahi un pays face aux Gilets jaunes. J'avais dit ici. Enfin, on a raté, mais au Mali. J'avais dit ici, et Martial Bild m'en est témoin, quelques semaines avant le premier tour. On avait fait le comparatif des candidats. Il m'interrogeait si machin est élu, etc. Est-ce qu'il a des chances d'être élu? J'avais dit ici, si Macron est élu, on sera dans le soft fascisme. Je ne sais pas si les événements m'ont donné raison. Mais Macron a été élu démocratiquement. Oui, mais c'est ça le nudge, c'est ça le soft fascisme. Bien sûr non, il n'a pas été élu démocratiquement. Ah bon? Bien sûr que... Mais non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été élu. Comment ça? Il a été élu comment? Il n'a pas été élu sauf si tu estimes que la démocratie se limite à un certain nombre de règles du jeu dans un manuel et un système électif. Mais la démocratie... On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu démocratiquement, Greg. Quand tu as 95% des médias qui font une couverture sur lui dans les 3 semaines qui précèdent l'élection. Quand tu as 7 de ces 9 milliardaires qui sont ses amis proches. Quand tu as un président qui recourt en campagne à des cabinets de nudge, c'est-à-dire de manipulation mentale, pour influencer les électeurs. Quelles sont tes sources pour dire ça? Barbara Stiegler. Ouais, c'est public, non? C'est public. Non, mais c'est bien de le rappeler. Quand tu as une désinformation médiatique qui est totale, si tu veux, moi je crois sincèrement que la démocratie, ce ne sont pas que des règles du jeu, cela impose qu'un candidat, qu'un citoyen puisse choisir à minima en toute conscience. Quand tu t'es pris 3 semaines de propagande BFM dans la gueule, tu ne votes plus de façon démocratique. C'est faux. Alors, il y a une petite... Ce n'est pas que ça, la démocratie. Oui, mais ça, c'est très joli. Mais ça, c'est pas le monde réel. Dans tous les pays dits démocratiques... Il y a toujours des influences et des lobbies. C'est pas ça. Tu as des forces très majoritaires qui inclinent vers ça. Et ça, je voudrais revenir à l'exemple de Trump. Trump a bien été élu alors qu'il avait tout le monde contre lui. Alors que, je veux dire, Trump a été absolument... La quasi-totalité des médias, télévision, etc., sauf Fox News, était violemment, mais de manière incroyable, anti-Trump. Bon, il est passé parce que c'est le système américain, effectivement, des États. Mais je voudrais arriver à ça. Non mais, dans tous les pays, tous les régimes du monde, tu as des puissances qui vont agir pour que leur poulain soit au pouvoir. Et ça, tu ne le changes pas. Tu veux dire, on peut en parler pendant des heures. Les proportions, il y a les proportions. Non, mais c'est pas une question de proportion. C'est que quand j'ai la majorité des forces économiques et du deep state et de l'alta profond pour quelqu'un, tu changeras rien. Simplement,
Et là, nous arrivons au truc. Moi, je me rappelle un truc qui m'a vraiment frappé. Quand je suis allé voir Trump, on a parlé du Bataclan. C'était 6 mois après le Bataclan. Et il m'a dit 3 choses. Il m'a dit d'abord, un pays qui n'a pas de frontières est un pays foutu. Primo. Un pays qui n'a plus de frontières, il parlait de Schengen. Tu vois, il disait, mais alors la France, vous n'avez plus de frontières. Et surtout, il m'a dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Bataclan, c'est quoi? C'est 3 personnes armées qui sont venues pour massacrer 1300 personnes désarmées. Et il dit, c'est américain, mais c'est intéressant, il dit, il n'y a personne qui a sorti son revolver pour tirer. Il dit, mais nous, on n'a pas de revolver. Ah bon, vous n'avez pas de revolver, vous? Il me sort son revolver, il dit, mais moi, j'aurais peut-être tué, mais j'aurais tiré. Le problème, tu sais à quoi ça revient, la démocratie? La capacité de résistance. Ça, c'est le débat sur le port d'armes, hein, que tu places aussi. Non, mais au-delà avec de ça, toutes les dérives, parce que moi, je peux te sortir C'est pas la aussi. démocratie, c'est la politique. C'est la politique. C'est les Non, mais possédés si tu qui l'as font pas- la Mais là, politique. excuse-moi, si tu n'as pas dans la- les lycées, je peux te dire aussi, voilà, si on ne permettait pas le port d'armes aux États-Unis, il n'y aurait pas eu toutes ces tueries peut-être dans les Non, écoles. mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais c'est vrai, mais je suis d'accord. Il Mais plaçait le débat sur le port Non, mais d'armes. ce que je veux dire par là pour le port d'armes, juste un mot. S'il n'y a pas capacité de résistance, tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'inquiète le plus, et je crois qu'on partage tout ça, c'est la résignation. Si le peuple est résigné, s'il accepte tout, on lui fait tout gober, eh ben on aura ce qu'on mérite. Mais ça C'est dépend, tout. je pense que ça Voilà dépend le du problème. niveau de pression, parce qu'on parle de démocratie, mais on n'est pas en démocratie, ça c'est vrai. On est en plutocratie. C'est l'argent qui fait le candidat, c'est l'argent qui fait le média. Tu vas c'est jusqu'à l'argent- dire qu'on n'est pas en démocratie? Mais non, on est dans une plutocratie. La Après, démocratie, les c'est le pouvoir du fondamentaux peuple. des penseurs de la démocratie, tu prends les 15 ouais. critères qui permettent de dire qu'on est en On n'est pas en démocratie, on n'en coche démocratie. pas. On Enfin, est dans une plutocratie. Et toutes les démocraties libérales sont des plutocraties en réalité. C'est-à-dire, ce sont des candidats de l'argent qui gagnent et c'est l'argent qui fait la politique. Et c'est l'argent qui fait le choix. Je suppose qu'en Et- Italie, Mélanie avait face à elle toutes ces, Oui, toutes y a ces pas de puissances que problème. tu décris, et malgré tout, elle accède au Mais elle pouvoir. avait également Au Brésil, l'argent Bolsonaro avait face à Mais lui, Bolsonaro je a pense l'argent aussi au Brésil. Bon, Non, mais- et Mais ben c'est pas donc, parce que comme le tu dit bien les André, candidats que c'est Ouais. la démocratie. Tu Ouais. peux saluer la victoire de Trump, mais est-ce qu'il a gagné de façon démocratique? Non. La situation politique, l'acharnement des médias, dire- le jeu des réseaux sociaux, les services secrets américains qui ont censuré des affaires sur le candidat en face, tout ça. Oui, Trump a gagné, tu peux trouver que c'est bien, mais il n'a pas gagné des élections démocratiques. Non, mais attends, parce que dans la Mais ça deuxième n'enlève élection, rien c'est non pire plus. que ça. C'est L'affaire bien un coup Hillary- d'État intelligemment réussi. Non, mais mais la c'est veille, pas je une victoire comprends ce qu'il dit, démocratique. mais Greg, toi, tu as une vision, pardon, Ah planète Mars de la démocratie. La démocratie idéale, le truc idéal, la caverne de Platon, on est là. Or, on est dans la merde et dans le sang. Il n'y a pas de démocratie idéale. Il y a un jeu de rapport de force. Ah, mais je suis On d'accord avec l'accepte, tu es d'accord? Mais c'est ça le problème. Or, il faut Non, jouer je suis avec la libéral. réalité. Bon, moi, je cherche le moindre mal, le régime Oui, du moindre mal. le moindre mal, il faut l'organiser Ah, on y est et pas. il faut le tenir. Le problème du moindre mal, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas envie d'être en Chine. J'ai pas envie demain ou après-demain de vivre avec le crédit social. T'es d'accord? Mais bien On sûr. est tous, voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce Et qu'on tu fait aimerais par être comme en rapport à ça? Russie ou pas? J'aimerais pas être comme en Russie. J'aimerais avoir le plus de liberté possible, le maximum de liberté possible. Mais le liberté, c'est quoi? C'est que, par exemple, à Nantes, déjà il y a 10 ans, Nantes, c'est génial. Aujourd'hui, ils peuvent plus sortir à Nantes après 20 heures. Pourquoi? La liberté ne veut rien dire sans la responsabilité. On marche sur 2 jambes. Il y a les droits et il y a les devoirs. Il y a la liberté et la responsabilité. Si on oublie l'une des 2 jambes, eh ben, voilà ce qui se passe. On est une jambiste. Eh ben, voilà. C'est tout. On tourne autour du pot sur ce sujet-là, mais je pense que c'est le plus dur à reconnaître finalement sur le point de départ, c'est que c'est pas tant que l'Occident est décadent, c'est qu'on est au niveau de ceux qu'on regardait avec mépris, l'air un peu goguenard, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand Emmanuel Macron va au Mali, il n'a plus de leçon à donner, ni sur l'aspect de République bananière ou autre, même sur le fait que Donald Trump soit un des derniers piliers de nos valeurs, je suis pas sûr du tout, dans la mesure où Donald Trump, c'est quand même un mec qui faisait des shows de catch à la télé. Alors je suis pas certain de le C'est bien le vouloir. catch, qu'est-ce que ça compte le catch? oui. Attends, Je suis pas certain de le vouloir. C'est un type qui a fait des affaires pas possibles dans l'immobilier, avec Il a parfois bossé quelques pour les petites Russes, il va escroqueries. bosser pour les ricains, lui, maintenant, tu vas voir. Donc je pense sincèrement qu'il faut regarder ce sujet pour ce qu'il est. Le salut ne viendra pas de Vladimir Poutine, pas de Donald Trump, pas de Mélanie, pas de Le Pen, je sais Et pas de de qui. Mais il viendra simplement de notre lucidité de considérer qu'aujourd'hui nous n'avons plus de leçons à faire au reste du monde, que nos valeurs qui étaient celles du fameux pays des droits de l'homme se sont écroulées, ne sont plus celles qu'elles sont pour les raisons que vous Pays de venez la d'évoquer sur l'aspect Déclaration des droits de démocratique. l'homme. Et qu'à partir de là, il faut remonter la pente. Mais la question n'est plus de savoir si on a dégringolé. On a dégringolé, c'est une certitude. Non, mais Le Mali rit de nous, Non, mais qui l'Algérie... va s'emparer quel système va faire qu'on va remonter pour toi? Ah, là, c'est toute la question. Non, mais Là, moi, je c'est crois toute la qu'il y a une Et question Didier Maistre, fondamentale mais ça qui se est pose. celle, justement, on ne croit plus dans les grandes
philosophie, les lendemains qui chantent, tous les trucs en isme, etc. Et donc, on est en train de recomposer les uns et les autres notre tribu, notre identité, qu'elle soit sexuelle, un peu culturelle, etc. Donc on fait, et ça, les réseaux sociaux, mais ça c'est l'outil, hein, c'est pas les réseaux sociaux, c'est rien d'autre qu'un outil, mais permettent ça, de se composer une identité à la carte et de dire, ben moi ça, je me sens comme ça, donc je suis comme ça. Donc on a perdu les combats communs. Et alors, il y a les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. On a parlé d'économie tout à l'heure. Il y a l'ubérisation de la société qui y participe. Il y a le télétravail, le fait qu'on dans les entreprises, on n'a même plus conscience d'être un corps constitué, de travailler pour une entreprise et parfois contre une entreprise parce qu'on a des intérêts qu'on veut faire valoir au sein de son patron, de ses instances dirigeantes, etc. Mais si on est chacun chez soi, on est ubérisé, on a démonté le droit du travail, on a complètement démantibulé l'hôpital, tous les services publics et la digitalisation galopante. C'est ça le nouveau fascisme pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le champion du monde des prélèvements obligatoires. Moi, j'ai le consentement à l'impôt, il n'y a pas de problème. En contrepartie, je veux un service. Sobriété volontaire, c'est ça ? Voilà, mais les services, moi, j'en ai plus. Chacun en fait la mère expérience, hein, quand on téléphone à la Sécu, aux impôts, etc. Tapez 1, tapez 2, tapez 3, je n'ai pas compris, veuillez répéter. Tu deviens fou, quoi. Et donc, voilà, cette atomisation, cette ubérisation de la société nous empêche, et je suis d'accord, tant qu'on n'est pas résigné, c'est bien, nous empêche de nous réunir, nous empêche de faire nation, nous empêche de faire corps commun. Et de faire démocratie également. Et quand on le fait dans des canaux qui sont possédés dans des tuyaux dont les contenants sont possédés par l'oligarchie. Et Alexis, justement, je vais donner la parole. On va laisser parler Alexis. J'aimerais vous demander surtout, est-ce que l'Occident peut encore se prévaloir de défendre ce qu'on appelle la démocratie face à Poutine, qui serait son fossoyeur ? Non, mais c'est une question que je pose. Non, mais on vient d'avoir ce débat. Le métier, c'est une punchline. Enfin, non, mais on vient d'avoir ce débat. Défendre la démocratie, ça se fait pas à coup de blabla. Ça se fait à coup de faits, ça se fait à coup de réels, d'actes. Je vois, par exemple, il y a eu un mouvement démocratique des racines, hein, les Gilets jaunes qui partent des ronds-points. Derrière, ça s'est coordonné avec l'Assemblée des assemblées, avec plein de choses, où il y avait le RIC, hein, le référendum d'initiative citoyenne, le RIC constituant, l'idée d'une nouvelle constituante, l'idée aussi de créer des partis. Mais beaucoup. Et donc, vous avez une ébullition démocratique, mais qui n'a pas accès justement à la masse, parce que vous avez un goulot d'étranglement qui s'appelle le mass média, hein, la télé, mais les mass médias qui vont faire qu'on ne va pas parler de ces sujets-là. Et quand vous arrivez à avoir un candidat à la présidentielle... Il est progressif, parce que les Gilets jaunes, on commence avec 81% des Français qui soutiennent les Gilets jaunes, et on finit à 8. Oui, avec des sondages en disant... Ça, ils ont tagué Macron, on veut ton cul sur l'Arc de Triomphe. Ah, c'est scandaleux. Donc voilà, c'est petit à petit qu'on a... Ouais, on se rappelle quand on veut dire Chiappa à poil dans sa baraque, c'était honteux. Mais c'était le FT qui avait mis la photo, c'était les C'est la révolution, mais on veut bien, mais il ne faut pas cracher par terre. Mais là où je veux en venir, c'est que défendre la démocratie, oui, mais alors, faites en sorte que la démocratie soit réelle. Et faites en sorte qu'un petit parti puisse présenter un candidat, et pas seulement Lutte ouvrière. De quoi, Asselineau, Non, mais Asselineau, par exemple, qui a été blacklisté parce que c'est le seul pendant des années à défendre le Frexit, à dire on a un problème avec Bruxelles. Mais là, je parle même pas d'Asselineau, qui a déjà un parti structuré, des gens qui le connaissent. Je parle de mouvements qui essayent de se structurer, qui n'auront jamais la capacité de le faire parce qu'il n'y aura pas la connaissance. Éric Zemmour, et donc, la masse. Non, Éric Zemmour a fait parce que lui, c'est un candidat de l'oligarchie. Il est porté par Bolloré. Candidat de l'oligarchie. Mais il est porté par Bolloré, il a le média qui fait qu'il est connu. Donc il est connu, donc il peut créer quelque chose rapidement, un peu comme Macron. Regardez, là ça contredit l'analyse de Greg. Au résultat, au final, il n'a même pas un député, Éric Zemmour. Non, mais il a fait 7%. Le jeu électoral. C'est le jeu électoral, mais le système peut créer un phénomène médiatique à 7% à partir d'un journaliste. Voilà, oui, c'est ce que j'ai dit. Attends, c'est le seul à faire. Si Jeanne d'Arc demain elle revient, derrière, il y a le truc Fly Emirates sur l'armure. C'est sponsorisé. Dans tous les cas, t'es baisé. Oui, non, elle va être traitée de complotisme, elle entend des voix. Enfin, tu vois, non, mais de toute façon, tu peux pas t'en sortir. C'est-à-dire que dès qu'aujourd'hui, tu vas avoir une pensée qui va contre le mainstream, t'es conspi, t'es confus, t'es machin. Enfin, ici, ici, t'es coucou. Je sais pas où je fais coucou, voilà, salut Tristan. T'as pas le droit de dire des trucs parce que tu vas à l'encontre de la pensée dominante et donc t'es tout de suite mis dans la case, faut surtout pas les écouter, eux, ils sont dangereux. Mais dangereux de quoi ? Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est un processus de liberté, d'humanisme, de respect de l'autre, et dire, mais ce qu'on aimerait, c'est que les gens aient le droit de s'exprimer.
Et c'est pas un bulletin dans l'urne tous les 5 ans s'exprimer. Non, moi, les enfants, j'adore parce qu'ils sont un peu plus jeunes que moi. Mais c'est incroyable. Vous savez que, alors franchement, c'est pas de rivolterie, là, alors, ce que vous dites. Ça veut dire, allons tous nous coucher, il n'y a plus rien à dire, allons nous coucher en attendant la fin. Mais non, mais vous vous écoutez, là? Ce que vous êtes en train de dire, il n'y a rien à faire. Ah non, je dis qu'au contraire, plein de gens font que ça se fait. Et on en parle ici. Tu es en train de dire, mais on en parle, c'est très bien qu'on en parle ici. Mais qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Par exemple, nous sommes en 2022, en octobre 2022, ok? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais être très concret. Non, je veux vraiment comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ouais, ça, c'est pas ça. C'est vrai, on n'est pas en démocratie, on est en démocratie, etc. Pendant ce temps, les Macron, les BlackRock, mais ils sont ravis de vous entendre. Ils sont ravis de nous entendre. Ils disent, allez, ils bavardent, ils salivent, c'est très bien. Ça changera rien du tout. Aucune importance. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes en prise totale, nous sommes en désemprise totale de la réalité. C'est-à-dire, nous sommes là, en train de commenter. André, je te réponds. Pendant les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant les Gilets jaunes. Eh ben oui. Bon. Ouais. Plutôt que de regarder le train de l'histoire, je suis monté dedans. Oui. J'ai dit, je vais faire école. J'étais tellement présomptueux. Hein. Je vais faire école. Tous les patrons de médias. Qui a bougé? Qui a bougé? Non, mais ce n'est pas... Personne. La première semaine. Personne n'a bougé. Si. Tout le monde voulait faire la révolution, mais les gens font la révolution derrière leur clavier. C'est ça le problème aussi. Non, les gens étaient dans la rue. Combien étaient dans la rue? Au maximum, on était 300 000. Ils ont été dans la rue jusqu'au moment 400 000. où Macron était prêt à monter dans l'hélicoptère, que les 200 mètres qu'il fallait faire n'ont pas été faits, et que là, les gens ont compris que ça n'irait pas jusque-là. C'est arrivé 3 Donc les gens normaux qui vont en grève sont allés en grève. Les gens en France, c'est ça, je ne crois pas du tout à cette histoire de valeur. Parce que quand on parle des questions de liberté individuelle, de liberté collective et de privation de celle-ci, tout le monde s'en tamponne le coquillard. Ce n'est pas une question de valeur. La seule chose, et c'est pour ça que je parlais de réducteur d'incertitude, c'est le portefeuille. Si demain, les gens ne peuvent plus bouffer, le frigo est vide, etc., tu verras que tout va s'arrêter. Donc, tu vois, c'est ça le réducteur d'incertitude. 5 dernières minutes. Les Français, ça les intéresse pas, la liberté. Ça les intéresse pas. Ils ont été enfermés, ils n'ont rien dit. Je ne sais pas si les Français s'intéressent à la liberté, je parlerai pas au nom. J'aurais jamais la prétention de parler au nom des Français, chacun a ses opinions. Mais on l'a vu depuis 5 ans. Non, mais je suis d'accord. Le problème est très clair. Si on veut s'engager, le problème, voilà. En fait, on a envie d'entrer en politique, et de moins en moins de gens ont envie d'entrer en politique, parce qu'il y a des coups à prendre, donc on va aller dans le privé, on va faire des choses, les plus brillants, soit ils s'en vont, soit ils vont dans le privé, etc. Et puis les autres qui restent, c'est chiappa. Non mais je veux dire... Non mais tu as raison. On est là, le problème. C'est l'archétype. On a vraiment une espèce de robotisation par le bas qui est hallucinante. Bon, à partir de là, que ce soit les médias et compagnie, regardez aujourd'hui, et vous êtes l'exemple frappant, que ce soit les réseaux sociaux, moi je suis très frappé par un truc. Je vous donne ma petite expérience à Sud Radio. Quand je me balade en France, les gens, c'est pas me disent « Ah ouais, c'est très bien ce que vous faites », ça on s'en fout. Et des gens disent « Tenez bon, parce que vous nous amenez des invités qui disent des choses qu'on ne sait pas ». C'est-à-dire que le savoir, tu sais, les naroniques, quand tu apportes la transmission du savoir, que ce soit sur les éoliennes, que ce soit sur l'Ukraine, que tu amènes des gens sur le terrain qui te disent, attendez, ce qu'on vous raconte sur les éoliennes, sur les panneaux solaires, sur l'Ukraine, sur les... Regarde, j'ai fait une émission avec quelqu'un sur les tuyaux de Gazprom, tu sais, le Nord Stream. Personne ne parle de ça. On te dit, ouais, c'est un attentat. Moi, j'ai amené un ingénieur qui a fait 10 ans dans le pétrole. C'est quoi les gazoducs? Comment ça se fabrique? L'acier, etc. Tu reviens aux fondamentaux. Tu reviens et les gens sont heureux de ça. Après, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais apporte du savoir, des choses précises. Je mets... Allez, je suis d'accord, mais où je mets juste... Très vite, parce qu'on a où je mets juste un bémol, les gens qui ne sont pas résignés et qui se battent, et tu sais qu'on est autour de cette table quelques-uns à se battre et n'avoir jamais rendu les armes, quitte à être traités de complotistes, de conspirationnistes, etc. Je veux dire que quand tu filmes tous les samedis les Gilets jaunes et que tu n'as pas un journaliste qui a 20 ans qui va prendre le relais, ou que quand tu passes devant au boulevard Saint-Germain, que tu as des employés qui voient passer les Gilets jaunes, tu es en train de filmer, qui gagnent tout juste le SMIC et qui font... Ben là, tu te dis, il y a encore du travail à faire. Justement. Allez, dernier mot, Rémi. Sur ce point-là, alors c'est un peu juste milieu, l'incarnation de la chose, mais parce que je pense qu'il faut vraiment ne pas faire l'économie de cette réflexion-là, qui est de ne pas
se mettre dans les mêmes biais psychologiques que ceux que l'on pourrait dépeindre comme nos adversaires. De penser que nos idées sont majoritaires, donc doivent l'emporter. Peut-être qu'on a tort. Peut-être qu'on se plante et en considérant, parce qu'on invite ce que l'on considère être les bonnes personnes, qu'on a les idées que l'on considère être les bonnes idées, je pense qu'il faut les questionner jusqu'au bout. Et avant de parler de résignation, c'est justement pour se donner l'énergie nécessaire, d'abord de comprendre les gens qu'on est censé combattre, je mets des guillemets parce qu'on en est, j'espère, il est en train de te dire peut-être que tu dis des conneries. Non, c'est possible, mais je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de ça, et que si on veut gagner cette guerre culturelle, parce qu'on y est, on ne doit pas faire la même chose que nos adversaires. Allez, dernière phrase, c'est quand même à André qu'elle reviendra. N'oubliez jamais que c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks tartare. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et juste avant, pour montrer que nous aussi, à TVL, on a l'esprit critique et on va le saluer. C'est un dessin d'Ignace, il y en a plusieurs. Alors tout d'abord, André Berkoff, vous voyez, un peu d'autocritique, fier de ses origines russes, da. André Berkoff et son addiction inacceptable, je suis accro aux cigarettes russes. Avec Trump à la place de Biden, le contexte international aurait été davantage peace and love. Et enfin, un dessin qui m'a particulièrement ému, donc celui-là vraiment, je tiens vraiment à insister sur ce dessin. Macron promet 100 millions d'euros pour armer l'Ukraine et nous, on sent le pâté, 1 euro ou 2 euros pour manger, merci. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup Ignace, merci Rémi Juste Milieu, merci Greg de Je suis pas content TV, merci Didier Maisto, merci Alexis Poulain et surtout un immense merci à André Berkoff qu'on retrouve chaque matin sur Sud Radio. Merci à tous, très bonne fin de soirée et on se retrouve la prochaine de Bistro Liberté. Bye bye.